la médiathèque pour cette opération au long cours, auquel la Fondation Varenne n'a pas participé dans son intégralité, mais qui, quelles que soient les différentes opérations, qui correspondent à ce que l'on défend, l'éveil, la défense de la liberté d'expression, plus important et plus général, et la défense de la liberté de la presse. Merci à vous tous d'être venus nombreux. Ça n'est pas une formule uniquement de remerciement, mais que des élus soient là. Madame la nouvelle responsable de la culture dans l'agglomération, Monsieur le président de la Côme d'Aglo, Benoît, Mathieu en charge de l'enseignement supérieur. Ça a du sens, vous avez beaucoup de choses à faire, mais que l'on s'interroge en commun dans nos diverses origines professionnelles sur la presse, l'information, et spécifiquement aujourd'hui les enjeux du journalisme. Je crois que c'est important qu'on croise nos regards. Merci de votre soutien et de partager. Alors ici, on se connaît, oui, forcément. Voilà, Mathias Bernard, c'est avec plaisir qu'on est parfois sur les plateaux de télé ensemble, le politologue et le journaliste. Bon, avec mon physique, je t'écrase un peu, mais c'est pas grave. Et très souvent, finalement, politologue et journaliste, on a très souvent d'ailleurs les mêmes analyses. Voilà. Merci à Florence, qui est une consoeur encore jeune, mais avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler en tant que rédacteur en chef, et qui vient d'être désignée rédactrice en chef adjointe, et qui est éditorialiste. Les deux étaient un peu une première dans un journal régional. C'est pas une banalité de diversité. Pour nous, c'est important, c'est dû à son talent et à cette place qu'elle occupe. Et vous pouvez la lire chaque jour quasiment sur cette fonction d'éditorialiste. On parle de l'info. On verra sans doute au cours de notre séquence de l'après-midi que l'info, c'est finalement assez classique, et qui, quoi, où, quand, pourquoi, éventuellement, on y remet comment, on reconstitue les faits, on distingue le commentaire et on distingue l'analyse, et puis parfois, l'information n'est pas, comme le dit une chaîne d'info, une opinion, mais l'information peut permettre d'éclairer sur des opinions, et c'est ce que Florence fait chaque matin. Et puis, Mortadza, voilà, Mortadza, il a été présenté, vous avez dû en entendre parler. Il nous avait donné, lui a beaucoup souffert, mais il nous avait donné un sacré coup de chaud dans la profession, à la Fondation Varenne, à la Maison des journalistes et à Reporters sans frontières, quand il y a quelques années on s'est mobilisé, parce qu'il a été en otage en Afghanistan en janvier 2023 pour plus de 8 mois, et c'était pas le Club Med, c'était la torture, c'était des conditions pas possibles, et le doute sur sa libération et nos inquiétudes, on en dira sans doute un mot, parce que je commencerai le tour de table par lui. Nos inquiétudes venaient un peu de ce que l'on ressentait comme une faible mobilisation. Ce milieu des otages et de la diplomatie est tout à fait relatif par rapport aux époques dans lesquelles on est, par rapport aux tensions internationales, par rapport à la personnalité. Et le nom de Mortadza sonnait pas trop au début pour une mobilisation, et on le savait là-bas. Et notre ami le regretté Christophe Deloire, avec lequel on a eu l'occasion à plusieurs reprises de venir ici témoigner, a mobilisé tout son réseau pour que Mortadza sorte, nous rejoigne. On avait fait une belle fête au Trocadéro, c'était sympa, et il a repris le métier. Il a repris le métier dans des conditions dans lesquelles il a sans doute dire un mot. Il ne faut pas s'imaginer que les otages sortent et vivent sur un nuage avec une carrière toute tracée. C'est beaucoup plus compliqué, sans doute parce que lui choisit d'être reporter, mais aussi parce que nos structures, les éditeurs, les chaînes de télé ont des réalités économiques ou parfois des complexités bien difficiles à examiner. Donc il est grand reporter indépendant. Il est allé sur le terrain ces derniers mois en Iran, en Irak, et il a surtout, après l'Afghanistan, ou même avant, je crois, été infiltré pour aller voir, il était allé voir les femmes afghanes avec notre ami Rachida El Azouzi, et il est allé voir aussi les femmes voilées en Iran et en Irak. Voilà, c'est quelqu'un, on a eu l'occasion avec Mathias de faire un colloque il y a quelques années qui était « Dire et voir la guerre », dans le sens, et on peut l'employer peut-être sur d'autres thématiques, mais parce qu'il nous semble, à nous journalistes,
que pour dire les choses, et notamment la guerre, il faut la voir. Il faut dire que notre profession s'était quand même bien fait manipuler à plusieurs reprises, dont au début des années 90 par les généraux américains, et que tous ces gens qui nous éclairent sur les plateaux de télé, c'est essentiel, ce sont des chercheurs, des scientifiques qui croisent avec l'histoire, mais à l'origine, il y a la fabrication de l'info, la fabrication de l'info, informer et être sur le terrain pour voir, et ça, c'est grâce à ces envoyés spéciaux, à ces gens qui souvent, ils vont à leur risque, c'est bien évident, et à leur très grand risque. Christophe Kane aurait été là, il nous aurait dit qu'il a été remis d'un traumatisme quand à 5 mètres de lui, son camarade a été tué il y a une quinzaine d'années. Lui, il y va à ses risques, il y va très souvent sans beaucoup de moyens, et ça nous semble important d'enchaîner. Donc, Mortaza, tu ne pourras pas raconter toute ta vie, même si elle est certes récente, mais elle est très riche. Ce métier, quand tu vas pour la première fois à Kaboul, tu décides d'aller voir les étudiantes, c'est bien ça, tu vas voir les étudiantes parce que tu as conscience des risques, mais tu souhaites avant tout aller porter la parole. Merci beaucoup Jean-Yves, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'était un soir de Noël, le 24 décembre 2022. Je venais rentrer d'Iran parce qu'en Iran, vous savez, entre septembre 2022 et décembre, il y avait le mouvement Famille Liberté suite à la mort de Mahsa Amini, cette jeune fille qui a été tuée parce que son foulard mal ajusté par la police des mœurs en Iran, à Téhéran même. Et donc, je venais rentrer d'Iran après 4 voyages de 10 jours. J'étais le seul journaliste sur place. Je travaillais pour Libération, le 20h de France 2, envoyé spécial Arte. Et chaque fois, je signais avec un pseudo. Donc, pour me protéger parce que j'étais toujours sur place. Donc, je venais de rentrer. Et j'appelle France 2 parce qu'à ce moment-là, il y avait l'interdiction des écoles aux filles afghanes. J'appelle France 2. Vous êtes, les journalistes sont tous en vacances. Et c'est le 24 décembre, je dis, les talibans viennent déclarer ça, on fait comment? Je pars ou pas? On me dit, on peut acheter ton billet d'avion, tu peux partir même depuis Copenhague, où j'habite ma femme. Et ma femme est danoise. Et donc, je pars le 24 décembre 2022 à Kaboul, direct, Copenhague, Dubaï, Kaboul. J'arrive à Kaboul, je fais 2 grands reportages qui est passé en 20h de France 2 en ouverture du journal. Donc ils sont très contents de 20h à tout le monde. J'étais le seul parce qu'en fait les journalistes aujourd'hui malheureusement ne peuvent plus obtenir un visa de presse et donc j'étais le seul journaliste d'avoir toujours mon autorisation d'entrer en Afghanistan parce que je suis d'origine afghane donc voilà. Et au bout d'une semaine je fais le reportage, je rentre et puis après une semaine plus tard le 5 janvier 2023, je retourne en Afghanistan pour 20h de France 2 et Libération, pour parler notamment les filles afghanes, interdites d'aller à la fac. J'ai été arrêté par le renseignement des talibans devant la fac de Kaboul, accusé d'espionnage pour le compte des services français, parce que je travaille pour le service public, pour le 20h de France 2. Et parce que depuis la chute de Kaboul, depuis 15 août 2021, j'ai fait une vingtaine des allers-retours en Afghanistan avec Maris Burgo, avec Dorothée Aliéric, avec tous ces journalistes-là. Et parce que je suis considéré comme un espion. Parce que j'aide les médias français à réaliser des reportages, informer. Voilà. Et parce qu'on parle des femmes afghanes, ça c'est un crime en Afghanistan pour les talibans. Donc, j'étais torturé, maltraité pendant 3 mois. Ma femme ne savait pas si je suis vivant ou pas, enfin personne en France. Au bout de 3 mois, j'étais au central de renseignement des talibans. On m'a donné des chocs électriques, des coups de fouet, des poignardés. Enfin, j'étais, voilà, ce que vous voulez, arracher des dents. J'étais opéré 3 fois à mon retour en France au bout de 10 mois de détention. Et donc depuis 20 octobre 2023, depuis mon retour en France, donc je vois toujours un psychiatre et une psychologue à l'hôpital des armées, à Bégin. Pour vous dire qu'en fait, parler des femmes afghanes aujourd'hui, ni en Afghanistan ni en Iran, même quand en fait sont des tyrans au pied d'argile, ça reste hyper compliqué parce qu'aucun journaliste est autorisé à aller là-bas. Et une fois, même avec une autorisation, c'est très risqué parce qu'on peut nous prendre en otage, on devient otage d'État, et comme notre statut n'est pas reconnu par l'État même, donc par la France.
Donc c'est compliqué de négocier notre libération parce que, comme on est journaliste, on est missionné en fait par un média aller en Afghanistan ou encore en Iran, et à notre retour, on en parle dans les médias et partout, puis après, tout le monde nous oublie parce qu'aujourd'hui, moi je me suis battu pour avoir mes arrêts maladie qui ont été payés 1 an plus tard. Donc j'ai dû reprendre mon métier parce que je n'avais pas quoi payer mon loyer. Et à chaque fois, il faut expliquer aux conseillers de la Sécu pourquoi j'ai été pris en otage et pourquoi j'ai pas une attestation de justification comme quoi j'étais arrêté arbitrairement. Donc je peux pas retourner en Afghanistan obtenir une attestation de taliban. Et donc voilà, tout ça, il faut mieux rigoler. Donc donc aujourd'hui, j'ai retrouvé encore mon travail, j'ai dû reprendre mon travail en tant que journaliste indépendant. Pour vous dire qu'en fait, c'est pas facile d'aller dans les zones de guerre. Quand je vois mes confrères et mes consorts à Bagdad, il y a encore 2 semaines, j'étais à Bagdad, en Irak. Vous avez peut-être entendu parler de l'enlèvement de la journaliste américaine à Bagdad. Et donc là, à ce moment-là, on était avec le même groupe armé qui a enlevé la journaliste américaine. Moi, j'étais avec ma collègue Stéphanie Pérez de France 2. Et ça s'est joué à quelques heures. À quelques heures, parce que le consul nous a informé que le groupe a l'intention de nous enlever aussi. Donc on est au moment de départ. Donc on a été exfiltré vers Erbil, le Kurdistan irakien. Et puis après, entré en France quelques jours plus tard. Mais pour vous dire qu'en fait, c'est hyper compliqué, même étant avec un grand média, une grande chaîne, derrière, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire, moi, j'ai risqué ma vie plusieurs fois, j'ai obtenu des prix pour les médias, enfin, si vous voulez, Arte, France 2, j'ai réalisé des documentaires, mais au retour, il n'y a pas de promesse d'embauche, si vous voulez. On obtient des prix, on fait des grands reportages imprimés dans les médias, enfin dans les journaux, ou diffusés dans les médias documentaires, soit aux 20h, mais plus tard, en fait, quand on revient, il n'y a pas de promesse d'embauche, c'est très peu, et puis après, ils ont besoin de nous, ils nous appellent quand ils ont besoin de nous. Donc, voilà. Là, ces derniers mois, tu y allais combien de fois? J'étais, depuis janvier dernier, j'étais à la frontière iranienne et en Irak 5 fois, depuis janvier dernier. On est les seuls, je suis le seul d'avoir des images d'Iran sur le terrain. Peut-être vous avez regardé aux 20h de France 2 des sujets sur l'Iran. Donc on a obtenu ces tournages-là parce que j'ai fourni une connexion sécurisée en Iran. Je parle de persan parce que j'ai grandi en Iran, à Ispahan et à Téhéran. J'ai signé en Afghanistan. Bon, j'ai 2 pays. Et donc grâce à mes contacts et la connexion sur place, on obtient encore des images. On a réalisé 2 documentaires sur Arte Reportage qui sont toujours en ligne. C'était Starlink. Et Starlink, oui. Donc on a envoyé Starlink par le mouvement kurde et indépendant. On a envoyé, puis après on a demandé aux gens, parce qu'ils ne sont pas forcément des journalistes, hein, parce que quand on travaille dans les zones de guerre, parfois, ou peut-être vous avez regardé les images de Gaza, hein, pareil, au Téhéran, on ne peut plus envoyer des journalistes à Téhéran, en Iran. Donc on travaille avec des journalistes locaux. Parfois, ils ne sont même pas journalistes, ils sont des étudiants, donc on les forme au téléphone, on envoie des messages vocaux pour comment filmer, comment cadrer, et poser des questions, on envoie nos questions aussi, et que sont en messagerie éphémère, donc sont supprimés au bout de 2 heures, 3 heures, pas de laisse à rien du tout derrière nous. Et donc le dernier s'appelle l'Iran dans l'ombre de la guerre, diffusé sur Arte, une demi-heure de reportage, vous pouvez regarder encore en replay, pour vous dire que c'est pas facile d'obtenir ces images parce qu'il y a aussi une responsabilité de protéger nos sources. Il y a aussi à la fois recevoir ces images, c'est une grande aussi responsabilité pour nous aussi, parce qu'à la fois on ne peut pas les mettre en danger celles qui nous font confiance, nous témoignent. Donc là aussi, on est en contact à la fois avec des associations comme Reporters sans frontières qui sont au courant, qui tournent pour nous parce qu'au cas où s'il arrive quelque chose, donc ils peuvent les évacuer, exfiltrer. Et à côté aussi, on est en contact avec l'ambassade de France dans les pays limitrophes, à Erbil par exemple, donc ils sont prêts aussi à les aider, leur donner des visas. Tu soulèves d'entrée deux problèmes, celui que l'on peut supposer qui est celui du risque d'informer sur un théâtre de guerre, mais aussi celui du statut du journaliste, puisqu'on est là réunis pour parler des enjeux du journalisme. Souvent, ce que l'on oublie, le statut professionnel, le statut social, la question de salaire, la question de la précarité. C'est bien ça, ces deux problèmes. Alors, oui, donc déjà, pour garder la carte presse,
En France, il faut au moins travailler 800 € par mois. Donc avoir un salaire minimum de 800 € d'abord pour pouvoir garder la carte presse. C'est revenu 100% du journalisme. Donc on ne peut pas travailler pour une agence de communication et garder la carte presse. C'est impossible. Donc il faut aller sur le terrain, vendre des sujets, être pigiste, indépendant, c'est très précaire comme métier. Et je vois ça de plus en plus des jeunes qui débarquent dans les zones de guerre. J'ai rencontré une jeune fille de Toulouse à Erbil, en Kurdistan irakien. Elle n'a pas de formation de guerre. Elle débarque et travaille pour petits journaux. Et ses nuitées n'est pas réglée. Enfin, pareil pour moi aussi. Hein. Enfin, quand on part, on a besoin d'un fixeur. Qui est un fixeur? Un fixeur, c'est quelqu'un qui nous aide à obtenir des témoignages, qui fait 80% de notre travail en fait. Parce qu'il parle la langue locale, qui sécurise le chemin, qui trouve un hôtel, qui trouve un chauffeur, qui est en contact. En gros, c'est le pont entre la population locale et nous, la presse étrangère. Et bon, moi je parle arabe, donc je n'ai pas besoin d'un fixeur, j'ai besoin plutôt d'un... Mortaza a écrit un ouvrage qui est en anglais. Voilà. Fixeur, reporter sans crédit. Et donc, c'est le premier en plus, parce qu'en fait, personne ne parle dans le métier. Vous savez, quelqu'un qui a aidé la presse française, en Afghanistan, en Irak, en Ukraine, sans contrat. Parce qu'un fixeur n'a pas de contrat, n'a pas d'assurance. C'est payé en cash, au black. Toujours. Même France 2 n'est capable de donner un contrat à un fixeur, pour vous dire ça. Notamment une Ukrainienne qui a été blessée et puis abandonnée, qui travaille pour BFM, et son collègue Frédéric Rimov, qui a été tué, le journaliste français en Ukraine, il travaillait avec une fixeuse ukrainienne, Oksana Lyotin. Et cette Ukrainienne est toujours sans contrat, elle est toujours en Ukraine et elle travaille avec d'autres médias. Voilà. Donc, pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de trauma derrière, il y a beaucoup de pression, pareil, parce que quand on part sur une zone de guerre, on n'a pas forcément un contrat. Quand on est pigiste indépendant, on arrive en Irak et on essaye de vendre nos papiers. Et quand on essaye de vendre nos papiers, on est payé 80 € par foyer. Donc imaginez, une nuit d'hôtel, ça coûte déjà 100 $ dans ces pays. Donc on fait 4 pages dans un journal, on est payé 300 €. Il faut payer le transport, avion... On peut essayer de donner le nom du journal. Non, non, on ne peut pas, malheureusement. Je ne veux pas. Je vous le dirai. Oui. Et donc pareil, pour les grandes chaînes, c'est pareil quand on travaille pour une grande chaîne de télé en réalisant un documentaire sur l'Italie, on est payé 300 € brut par jour, et pareil, c'est le même salaire en Irak. Quand on part en Irak dans une zone de guerre, on est payé pareil. 300 € brut, même en Irak, en Afghanistan. Dernière question avant qu'on enchaîne, et on reviendra avec toi. Tous les otages, et c'est ce que vous nous dites quand on dialogue avec vous, ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Ceux d'il y a 20-25 ans, ceux de maintenant. Voilà, et j'allais dire, sans être provocant, s'appeler Mortaza, c'est peut-être plus compliqué que s'appeler Christophe. Notre ami, auquel il faut faire allusion, Christophe Glaise, qui est actuellement retenu, a une très très forte mobilisation médiatique, télévisuelle, et là-dessus, il y a toujours un enjeu. Après, il y a celui qui paie. On ne va pas te demander d'y rentrer dans les détails. Jean-Claude Bruno a mis plusieurs années pour nous dire et nous préciser que c'est le Qatar qui avait porté la valise et la hauteur de la valise. Ça, on le ressent quand on est sur le terrain, cette différence d'approche des journalistes et du statut d'otage. Quand on est otage dans ces pays-là, quand même, moi, c'était grâce à la population, c'est aux Français et Françaises qui se sont mobilisés pour moi, notamment en Bretagne, à Douarnenez, dans cette petite ville. Même, ils ont envoyé un bateau symboliquement pour venir me chercher. Bon, c'était symbolique, parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de mer. Donc les talibans, ils ont entendu parler à la télé comme quoi un bateau vient me chercher. Donc, ils me demandaient, il passe par où? Et comme j'avais pas de rien de tout sur moi, donc je savais pas qu'il y avait cette action-là, et je dis, peut-être que c'était en Bretagne, c'était Douarnenez. Et donc, voilà, vous voyez, ça, quand même, on en parle. Vous faites quelque chose ici pour un otage, peu importe, en Algérie, pour Christophe, ça entend là-bas. Les autorités entendent ça. Si vous postez, publiez, mais c'est pas pareil, c'est pas le même traitement aux autres. Par exemple, moi, j'étais pas touriste en Iran ou ailleurs, peu importe, mais otage, c'est un otage. C'est une détention arbitraire, avant tout.
Mais moi j'étais quand même missionné pour informer. J'étais pour France Télévisions, pour Libération en Afghanistan. J'étais en mission, tout le monde me connaissait. Et à la fois, une fois pris en otage, 10 mois de détention, torturé, à mon retour, j'ai pas reçu le même accueil. Je vois ça vraiment de poids, de mesure. Là, j'ai vécu ça. Parce qu'à mon retour, j'étais pas accueilli par le ministre, ni pas d'appel du président de la République. Sur un voile commercial, avec 500 passagers à bord. Accueilli à Paris, directement à l'hôpital Bégin, j'étais opéré, alors que moi je travaillais pour le service public. Et donc, en fait, j'ai subi du racisme, à mon retour en plus, dans les ministères. Et parce qu'en fait, parce que je m'appelle pas Pierre-Marie, parce qu'en fait, j'ai pas eu le même accueil que tout le monde. Et parce qu'en fait, alors que je suis journaliste et que mon travail est reconnu en France, et que j'étais pour 2 grands médias en Afghanistan, et qu'en fait, malheureusement, malgré tout, la diplomatie n'a pas bougé. En France, j'ai subi du racisme au ministère des étrangers, même là-bas, qui est censé de nous représenter à l'étranger. On m'a dit, vous venez d'où? Moi je dis, monsieur, je suis français. Ah non, vous êtes né où? À mon retour, à ma libération, vous voyez. Et en plus, il voulait me donner un prix. La personne qui m'a accueilli, peut-être qu'il ne connaissait pas mon profil, donc il me demandait, vous êtes né où? Afghanistan. Ah, vous êtes afghan. Finalement, je suis afghan, je ne suis pas le français qui est allé en Afghanistan vous informer, en fait. Donc voilà, vous voyez, ça c'est 2 poids, 2 mesures que je vis ça tous les jours, même aujourd'hui. Et qu'après, quand je râle, dans la matinale de France Inter, qu'on m'appelle le ministre, la ministre m'appelle, on me dit, bon, Murtaza, venez, on vous donne un prix, courage journalistique. Donc 10 jours après mon retour. Vous voyez, donc c'est, en France, il faut râler pour obtenir quelque chose. Et donc le statut déjà est très précaire, mais après, il faut parler. On ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales et les reporters locaux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour vous témoigner et que ça changera après pour les autres. Et moi, je suis content. Et c'est pour ça qu'en fait, on en parle, on le dit, on est mobilisé pour Cécile et Jacques. C'est normal. Ce sont des otages détenus arbitrairement en Iran pendant 4 ans et qu'on a tenu des stands à Paimpol, partout en Bretagne, enfin en France, au Festival d'Avignon, pour Christophe Glaise. Tu as même joué ton propre rôle. Ah bah oui, au Festival d'Avignon, parce que pour dire qu'en fait, on est là, on est solidaires entre nous, entre les otages. Même que l'État ne reconnaît pas un statut d'otage, et nous, entre nous, on est solidaires. Il n'a pas écrit qu'un livre en anglais, on a un livre en français qui est Femmes, vie, liberté, coécrit avec Marine Courtat, qui est également grand reporter indépendant. Et donc c'est votre histoire de reporter infiltré au cœur de la révolte iranienne. Voilà, en dépit de ce qu'il dit, il est reconnu dans certaines enceintes. Il y a une promotion de Sciences Po Rennes qui porte dans ton nom, Murtaza, pour de futurs journalistes. Et juste pour terminer, une petite histoire, parce que ça me touche à chaque fois à ce moment-là, parce que c'était pendant l'été, j'étais convoqué en 2020, après, parce que moi j'étais un réfugié politique en France. Avant, j'ai travaillé sur le marché de l'opium, mais j'étais arrêté, ma collègue il a été tué par les talibans en 2015, et j'étais évacué en France. J'étais SDF, machin. Et puis après en 2020, j'étais convoqué à la préfecture pour me donner la nationalité française. Bon, c'était l'entretien avant de me donner la nationalité. Et l'entretien, ça s'est passé comment? On me demande, monsieur, vous connaissez la France? Oui, je connais très bien la France. Je suis en France depuis 10 ans, donc je connais quand même. Et je fais l'éducation média dans les lycées et collèges. Et on me demande, parce que mes amis me disaient, Murtaza, quand vous allez à la préfecture, il faut dire que vous aimez le fromage, du vin et tout. J'adore du vin jaune, enfin tout ce que vous voulez. Alors, le reste, je bois tous les jours. Et à la fin... On en a vu une, Maurice. Oui, ce midi, voilà, exactement. Et à la fin, on me dit, monsieur, qu'est-ce que vous aimez de la France? Moi, je dis, moi j'adore la Bretagne, comme ça, parce que c'est venu comme ça, parce que j'adore la Bretagne. Et elle me dit, ah, mon père est breton. Ça y est, j'ai eu la nationalité française, comme ça, parce qu'en fait, j'étais moi-même, c'est-à-dire parce que ça jouait comme ça. Sinon, même que je connaissais l'histoire de la France, que j'ai étudié et tout, mais parce que le père était breton que j'ai eu la nationalité française. C'est une petite anecdote. Merci. D'ailleurs, tu m'as l'air têtu comme un breton. Florence, on va
On va enchaîner. L'objet, c'est d'avoir donc différentes expressions. Comme je le disais, le métier d'éditorialiste n'est pas le même, encore que c'est fabriquer de l'info, et finalement, peut-être cette ouverture par Mortadella nous ramène à cette diversité qui finalement est la complémentarité qui fait notre métier. Il faut, pour dire, il faut voir, et puis il faut à d'autres fois passer au stade d'analyste. Comment tu es devenu, je sais un petit peu, je ne devrais pas, mais je veux dire, comment ça se passe dans la tête d'une journaliste, reporter comme toi, qui faisait très très bien le job, qui ne touchait d'ailleurs pas forcément aux choses politiques, qui, ça a été dit tout à l'heure, peut-être venu pour ton appétence pour les sujets sociétaux et cette manière d'insuffler une autre sensibilité un autre regard dans nos visions un peu rigides qu'on avait, les gens comme nous, qui écrivions sur la politique de façon traditionnelle. Je peux tout dire, vu que tu es parti de la montagne. Donc... c'est arrivé il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai été sollicitée pour devenir éditorialiste, et à vrai dire, à l'époque, j'aurais même pas pensé le devenir, parce que c'est un peu comme dans la presse aujourd'hui, et les éditorialistes sont des hommes, beaucoup d'hommes, blancs de plus de 50 ans, je ne vais pas faire le couplet, mais c'est beaucoup ça. Et quand on me l'a proposé, effectivement, on m'a dit, on voudrait de la sensibilité, de la société. Et moi, j'ai pris ce pari, c'était pas forcément évident, et j'ai adoré l'exercice, et je me souviens surtout avoir combattu pour prendre les sujets politiques. Parce que tu parles de Jean-Yves de ça, je précise que Jean-Yves ne m'a pas empêché de faire des éditos politiques, loin de là, mais je me souviens m'être battue pour dire, c'est pas parce que je suis une femme et que je fais des éditos que je dois être sur des sujets de société. Je me souviens, le premier sujet, c'était la fin de vie. Sujet assez compliqué, parce que quand on dit que les sujets politiques, c'est pour les grands, pour avoir maintenant touché un peu tous les sujets, ce ne sont vraiment pas les plus difficiles. Là, je suis en train de travailler ce week-end sur un sujet sur la course à la présidentielle, qui paraîtra lundi. Ce sont des sujets plutôt assez drôles pour moi, la politique assez scénarisée finalement, très théâtraux. Par contre, quand on touche au sujet de société, là, ça demande beaucoup plus de tact. C'est beaucoup plus compliqué en réalité à écrire qu'un sujet sur la politique, où vraiment ça peut être aussi un jeu quand il n'y a pas d'enjeux sociétaux. Les enjeux sociétaux sont les plus compliqués dans notre société aujourd'hui. Voilà comment je suis devenue éditorialiste. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir des jeunes femmes journalistes être heureuses de ça, parce que c'est aussi ce qu'on appelle un rôle modèle. Donc je pense que c'était important de le dire. Et il est important de toute façon de représenter les femmes globalement dans toutes les sphères de la société. Je vais travailler la semaine prochaine justement sur les intercos. Je vous regarde, monsieur le maire. Et sur certains intercos, notamment une qui est plus proche de moi, Clermont-Ferrand, où il n'y a pas une seule femme vice-présidente, ce que je trouve regrettable, et certainement je prendrai contact avec vous. Il est important dans la société aujourd'hui, je crois, d'avoir une représentation équilibrée des gens. Est-ce que j'ai répondu à toute... Parfaite synthèse, et je vais reposer une question. On est souvent sollicité, sans que ce soit redescendre sur le plateau des vaches, mais plancher des vaches, pourquoi vous traitez tel sujet, pourquoi vous ne traitez pas tel sujet, et la définition. Et quand nous, on en parle entre nous dans notre jargon professionnel, de responsable de rédaction, effectivement, on définit un peu le spectre des sujets sociétaux, et bien sûr, pour nous, ils ne sont pas people, mais encore que, elle est où la frontière, et comment on définit. Moi, je suis d'une génération qui ne traitait pas les sujets santé, les sujets conso. On traitait les sujets conso, les sujets santé quand on allait voir l'inauguration d'un nouveau service à l'hôpital de Moulins. Les sujets conso, c'est quand il y avait une conférence de presse du directeur de la concurrence et de la consommation, mais on n'était pas en prise avec ce que fait la vie quotidienne, que l'on s'imaginait ne pas pouvoir transformer en information et conceptualiser. Alors que vous, toi, l'éditorialiste, vous arrivez à les prendre. Mais quelle limite, quel cadre on se donne? C'est bien évidemment la totale liberté, mais on ne peut pas non plus parler de tout. Alors, comment on décide déjà les sujets le matin? Il
il y a une conférence de rédaction avec, on se dit, alors je dis le matin, mais parfois ça peut bouger en cours d'après-midi, on se demande quel est le sujet le plus prégnant. Il arrive qu'on soit sur les sujets internationaux, évidemment très récemment sur le Proche-Orient, énormément, on peut être aussi sur des sujets politiques ou sur les sujets sociétaux, on essaie vraiment de varier. C'est toujours des sujets de discussion qui peuvent un petit peu durer et bouger en cours d'après-midi. On se dit qu'est-ce qui va intéresser les personnes. On ne peut pas être toujours sur des sujets institutionnels parce que aujourd'hui, je crois qu'il faut, à travers les tools, on peut aussi impacter par par les sensations, mais essayer de faire comprendre. Il n'y a pas très longtemps, on avait Lydie Héniel, qui est une rescapée des camps. Vous savez qu'aujourd'hui, les témoins s'éteignent les uns après les autres. Et elle a 93 ans et elle continue encore à témoigner de ce qu'elle a vécu. Et ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, ces témoignages sont très importants, mais que ce n'est pas parce que l'ère des témoins s'éteint qu'on n'a pas, après nous, en tant que messager, quelque chose à faire, parce que moi, je reste persuadée que l'émotion ne suffit pas. Aujourd'hui, on est beaucoup, et ça c'est un débat dans la presse, sur les témoignages. Très bien, les témoignages. Les témoignages ne sont pas des faits, c'est-à-dire que je crois qu'il faut toujours étayer par la raison, par la compréhension. On ne peut pas aligner les témoignages, c'est pas parce que moi je vais dire, je ne sais pas, qu'il fait froid, qu'en fait, en réalité, il fait froid. Et ça, je dis ça pour énormément de sujets, parce qu'aujourd'hui, on entend énormément de témoignages sur les réseaux et on voudrait que ce soit une information. Ça n'est pas une information. Et je pense qu'on se perd un petit peu quand je dévie un petit peu de sujet, mais c'est pour moi hyper important. L'année dernière, par exemple, je faisais des recrutements, et on va revenir au sujet de l'opinion, sur des jeunes journalistes. Et c'est typique de ce qu'on vit aujourd'hui. Certains me disaient, moi je vais travailler au service France Monde parce que je veux défendre la cause de Gaza. Ok. Eh ben non, en fait, j'ai envie de vous dire, parce que autant l'édito est un espace, par exemple, où on peut intégrer une opinion, autant quand on est journaliste, je pense qu'on n'est pas là pour donner son opinion à tout bout de champ, qu'on n'attend pas de ça. Alors je suis bien placée pour dire ça, je suis éditorialiste, mais même quand je fais vraiment la différence quand je fais un papier classique et quand j'écris l'édito. Un journaliste n'est pas un militant. Et là, j'étais un peu interloquée il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une étude en décembre, IFOP, ils font une étude sur des jeunes journalistes et également des étudiants en journalisme. Et vous avez 2/3 qui répondent, en fait, nous, on veut devenir créateurs de contenu et militer pour des causes. Et c'est pour moi, en tout cas, un fait assez inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on a une frontière qui devient un peu plus floue entre le journaliste et l'influenceur. Pour moi, un journaliste ne doit pas être un influenceur. C'est pas notre rôle. Autant on nous demande d'incarner, ça c'est vrai que c'est un pli que prend la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas simplement un canal de diffusion d'informations. Par un effet, ça induit la manière dont on fait l'information. Il y a un effet on va créer des contenus nous-mêmes, des vidéos, qui vont s'adapter aux réseaux sociaux. Mais pour autant, je pense que le métier de journaliste doit garder sa déontologie. On peut incarner, mais il faut rester dans l'éthique. Et quand je dis rester dans l'éthique, c'est parce que parfois l'incarnation, c'est très bien. Il y a un média aux États-Unis qui s'appelle Wired, qui a fait un test. Elle a mis des affiches avec ses journalistes, avec les visages et tout. Et alors ça a été, ils ont fait, je crois, plus de 30% de reach. Alors reach, ce qu'on appelle le reach, c'est le périmètre qu'on atteint au niveau de son audience, et ils ont fait plus 800% de vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent beaucoup en communauté. Et alors, on peut se dire, c'est bien, un journaliste qui incarne et qui donne quelque chose et qui peut être un facteur d'attachement, mais l'attachement, il y a un travers à ça, c'est qu'on peut finir par croire tout ce que la personne dit. Comme un fan club. Et c'est pour ça, si cette personne-là qui exerce le journalisme n'est pas éthique, là vient le danger. Donc je pense que l'incarnation doit toujours être liée à la déontologie aujourd'hui quand on est journaliste, et un journaliste n'est pas un militant. Tu as dit beaucoup de choses essentielles et importantes, et que finalement beaucoup, je peux le dire, on n'est pas dans une assemblée de journalistes, mais beaucoup de journalistes partagent, et notamment cette idée que l'émotion est mauvaise conseillère et se nourrit mal
d'un journalisme rigoureux. C'est ce qu'on essaie d'enseigner. L'émotion, elle nous dessine une personne, elle nous dessine peut-être une situation, mais dans la relation et le rapport des faits, elle nous éloigne souvent. Nous en changeons les mots, nous multiplions les superlatifs, les adverbes, et c'est plus compliqué, c'est bien ça. Disons qu'on ne peut pas, c'est facile, on voit sur les réseaux sociaux, effectivement, les contenus les plus viraux sont ceux qui vont être les plus pleins d'émotions. Par exemple, il y a des conseils qu'on donne quand on appelle ça Stop the Scroll. Stop the Scroll, c'est aujourd'hui, le lecteur n'est plus captif, il est extrêmement volatile. Et Stop the Scroll, c'est un peu les ingrédients qu'il faut pour que les lecteurs s'arrêtent sur votre contenu. Donc, on va vous dire, là je parle par exemple de l'algorithme Discover, qui est un algorithme très important pour la presse, il faut des visages, il faut que le visage soit à pleine face, il faut que ce visage ait une émotion, des pleurs, des rires, sinon le lecteur ne va pas s'arrêter. Il faut que ce soit souvent une citation, donc une citation avec le jeu. Donc quand on est avec le jeu, évidemment, très souvent c'est une sensation. Donc on voit très bien vers quelle dérive ça peut mener. Si on fait tous que ce type d'information, oui, peut-être qu'on va capter énormément de personnes, mais est-ce qu'on va être dans notre rôle de base de journaliste? Je ne suis pas sûre, on a quand même un rôle, et là ce sera plus... on a un rôle dans la démocratie. Si on dérive comme ça et qu'on est tous avec des contenus très attractifs, mais... qui ne représente pas finalement l'information. Moi je dis qu'on n'est pas là en tant que journaliste pour attiser des passions. On est là pour un peu poser les choses. Moi je pense que j'ai reçu un mail, je me souviens, ça fait longtemps, durant la période des Gilets jaunes, où il y avait énormément de tensions. Il faut savoir qu'en tant que journaliste, on recevait des menaces. Et il y a un lecteur un jour qui m'écrit « Écoutez, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à traverser cette période. » Et je me suis dit, c'est vraiment le plus beau compliment que vous pouvez me faire. C'est-à-dire, cette personne lisait les éditos et ça lui permettait peut-être, je ne sais pas, de poser des mots sur une situation, que ce soit voilà, quand il y a eu des événements autour de l'Arc de Triomphe ou les destructions. Ça, je pense que c'est notre rôle, je pense que c'est d'expliquer, même si parfois on est comme vous, on n'a pas toutes les explications, et d'apaiser la société. Je ne crois pas qu'on soit là pour balancer des contenus trash. Merci Florence, merci d'avoir fait la transition finalement avec Mathias en évoquant la démocratie, parce que c'est vrai qu'on est réunis là aussi dans un établissement qui s'appelle Paty. On multiplie des opérations d'éducation aux médias au lycée Banville, qui est le lycée de Samuel Paty. On doit d'ailleurs avoir, avec Monsieur le Président de la Com d'Aglo, inauguré cette plaque de l'arbre qu'on a planté à la liberté d'expression. On a toujours un peu cette tendance à former dans le symbole, mais on fait un peu résonner les trompettes. On part de 1789, des grandes déclarations, de la loi de 1881, de nos lois fondamentales, mais on a tendance, dès qu'on réfléchit à notre métier, Florence a employé le terme de démocratie, on a tendance, alors là on est dans une vision hexagonale, Mortazza, on a toujours cette volonté de s'en référer à notre République et de voir que ces libertés pour lesquelles on doit se battre, il y a des limites, ne pas écrire n'importe quoi, c'est le sens de notre loi, la diffamation et le bon sens libéral du terme. Et est-ce qu'il n'y a pas, l'enjeu n'est-il pas de maintenir ces libertés et de faire attention à tout ce qu'évoquait aux dérives qui ne sont pas que celles de l'émotion, mais qui sont les choses extrêmement crash, provocatrices. Oui, c'est vrai, effectivement, cette question des libertés, elle est bien sûr essentielle dans l'exercice, dans la naissance même d'ailleurs de la presse contemporaine, et effectivement, et dans la naissance même de la profession de journaliste. Effectivement, il faut bien voir que la naissance de la presse remonte, je dirais, on va dire, y compris dans sa forme de diffusion, remonte au XVIIIe siècle, mais à une époque justement où la presse est encore liée à des pouvoirs et que, quelque part, la presse, elle s'est construite justement en mettant en avant cette notion de liberté d'informer, mais aussi de liberté d'expression.
Et c'est vrai que d'ailleurs tout au long du 19e siècle, qui est quand même le siècle où s'affirme quelque part la presse contemporaine, il y avait d'ailleurs un peu une confusion entre le rôle du journaliste et le rôle du leader d'opinion, et tous les grands hommes politiques. Alexandre Varenne, voilà, sur laquelle j'ai fait voilà, une conférence il y a quelques tout à semaines, fait. qui est l'exemple même. Bien sûr, Alexandre Varenne, et avant lui, Georges Clemenceau, Léon Gambetta, étaient à la fois, effectivement, des hommes politiques de premier plan, chefs de gouvernement, mais également patrons de journaux, éditorialistes, et ce qu'on appelait d'ailleurs publicistes plus que journalistes. Le mot était effectivement... Émile de Girardin. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que je dirais la naissance un peu de cette déontologie du journaliste, elle a pris quand même du temps, parce que d'abord le premier enjeu c'était quand même d'affirmer la liberté d'investiguer, la liberté des sujets, la liberté d'expression contre la censure, puisque le régime justement auquel était régie la presse jusqu'en 1881, jusque vraiment à cette grande loi libérale qui fonde vraiment la liberté de la presse, c'était un régime qui était un régime contraint, où il fallait effectivement soumettre préalablement ces articles voilà, à des bureaux, on va dire, d'information qui étaient contrôlés par le pouvoir. Donc vraiment, voilà, la presse quand même moderne s'est construite contre le pouvoir politique, effectivement, et a donné naissance donc justement à ce régime de 1881 où là, quelque part, le contrôle de la presse, c'est vraiment une logique d'inversion, ce contrôle de la presse se fait par, je dirais, de façon inversée, c'est-à-dire que liberté totale de publier, et après, effectivement, si il y a diffamation, calomnie, etc., tout ça, effectivement, peut ensuite être passible devant les tribunaux. Donc, et c'est vrai que c'est progressivement qu'est apparue une nécessité de réguler, finalement. C'est parfois ce qui pourrait être les excès de cette liberté de la presse, excès que l'on a notamment vu dans l'entre-deux-guerres, qui est sans doute l'âge d'or, quelque part des antagonismes politiques peut-être qui sont plus exprimés dans les médias, avec y compris des campagnes de presse qui ont pu d'ailleurs être assez tragiques. Qui sont mal terminées. L'affaire Salengro, par exemple, pour prendre cet exemple-là, en 1936, du nom du ministre de l'Intérieur du gouvernement Front Populaire, qui était quasiment poussé au suicide à l'issue d'une campagne de presse conduite à l'époque par la presse d'extrême droite, effectivement, mais relayée aussi par ce qu'on appelait la grande presse, en fait, qui était contrôlée, on va dire, par un certain nombre de milieux d'affaires, là aussi assez proches, on va dire, des ligues d'extrême droite. Donc on a bien vu qu'à ce moment-là que que la liberté de la presse avait quand même des limites qu'il fallait peut-être effectivement mettre en avant. La même chose pour l'antisémitisme. Dans les années 30, on a quand même une bonne partie de la presse, de la grande presse notamment, qui tire à l'époque à plusieurs millions d'exemplaires, qui recourt à l'antisémitisme de façon tout à fait, quasiment décomplexée, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que jusque dans les années 30, on voit bien qu'il y a encore une confusion entre l'information, qui existe aussi dans ces journaux, et puis effectivement l'opinion, et des opinions extrêmement tranchées, parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui que la vie politique est très polarisée, mais elle l'a toujours été en France, et dans l'entre-deux-guerres, elle l'était tout autant qu'aujourd'hui, voire même, à mon avis, bien pire, et avec des expressions les plus violentes. Et du coup, je crois que vraiment la définition de la déontologie, quelque part, du journalisme, elle s'est affirmée véritablement à la Libération, en fait. C'est donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue des excès, justement, de la presse des années 30, et puis après de la presse de l'occupation, également, donc il y a effectivement une autre deuxième grande loi, celle du 26 août 1944, d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est quasiment juste après la libération c'est contemporain à la libération de Paris, il y a effectivement cette loi qui organise effectivement véritablement la presse, y compris d'ailleurs en étant extrêmement, rigoureuse sur toute la transparence, notamment de la question de la propriété, justement des organes de presse, etc. Et du coup, c'est véritablement à ce moment-là, à partir des années 40 et 50, qu'on a effectivement cette distinction
entre justement l'information et puis effectivement l'opinion, la libre expression. Et on voit effectivement, y compris dans les journaux, à partir justement des années 50 et 60, d'ailleurs y compris dans la mise en page, cette distinction entre des articles d'information, des reportages. C'est déjà la définition du reportage, c'est déjà encore autre chose que l'article d'information. Il peut y avoir l'expression d'une expérience individuelle. Le reporter, justement, il va au contact, en quelque sorte, il raconte aussi une expérience, et puis, effectivement, la tribune, la libre expression, etc. Donc, on a vraiment, un processus de clarification, en quelque sorte, des articles, mais qui s'est fait quelque chose d'assez récent, finalement, dans la presse contemporaine, avec, quand même, effectivement, alors, vous disiez, Florence, effectivement, le journaliste n'est pas un influenceur, bien sûr, mais le journaliste, il a de l'influence, quand même. Voilà, et c'est justement toute cette... Et y compris, on voit bien le poids politique qu'a pu avoir, effectivement, un certain nombre d'articles de presse, d'articles d'information, d'ailleurs, sans que ce soit, une prise de position politique, mais quand on révèle une affaire, par exemple... Quand Vincent Pompé écrit en mars la France s'ennuie. Et voilà. Alors là, c'était un édito. Là, c'était un édito. Donc, c'était même, effectivement, le fait, on le sait bien, l'émancipation, quand même, des journalistes, notamment des journalistes des médias audiovisuels dans les 70-80 par rapport au pouvoir politique, ça a contribué à une plus forte transparence, notamment sur un certain nombre d'affaires politico-financières. Ça a sans doute joué dans l'évolution du rapport des Français à la politique. Donc il y a bien une influence, évidemment, quand on informe, on influence de toute manière, l'opinion, tout d'ailleurs la nécessité, effectivement, que l'information, elle soit quand même souvent la plus déontologique possible, parce qu'effectivement, on est quand même forcément, le journaliste, le média, il est toujours un peu sur une corde raide, en quelque sorte, et c'est vrai que d'où la nécessité de la réflexion déontologique, ça me semble évident. Alors, dans l'influenceur, juste petite aparté, il y avait aussi la notion de produit, en fait. Certains journalistes aujourd'hui font des contenus, puis d'un seul coup, vous avez dessous un produit qui s'affiche. Donc, je parlais aussi de cet aspect-là. Finalement, les types de supports, on a toujours une tendance à beaucoup plus parler du print et de l'imprimé, mais les différents types, c'est quelque chose dont on est un peu persuadé dans la profession, que ce soit la toile ou autre chose, ça ne change pas fondamentalement les fondamentaux du journalisme. Non, ça ne change pas les fondamentaux du journalisme. C'est-à-dire, je crois que les règles du métier, en quelque sorte, le croisement des sources, la nécessité de l'objectivité, la mise en récit aussi, enfin voilà, tout ça, ce sont effectivement des fondamentaux qui sont finalement assez indépendants de la forme. Cela dit, on voit bien quand même que les grandes évolutions, à la fois techniques et ensuite qui ont bien sûr transformé les médias, ont quand même changé l'écriture en quelque sorte, et du coup l'écriture d'abord du journaliste, et puis du coup la manière dont évidemment cette écriture est reçue. Il y a eu quand même plusieurs transformations importantes. Genre, vu qu'on parlait tout à l'heure de l'importance du reportage par exemple, c'est certain que l'arrivée de la photographie dans l'entre-deux-guerres et du photojournalisme, évidemment, ça a contribué à développer le reportage, qui était quasiment inexistant au XIXe siècle. Ça n'existait pas. Ça a commencé quand même un petit peu, dans les premières décennies du XXe siècle. Avec Albert Londres, nos amis de la maison Albert Londres sont là. C'est tout à fait. Et du coup, ça a été bien sûr amplifié par le photojournalisme, qui a plus donné, qui a permis là aussi de pouvoir, et là encore, c'est toujours la complexité de davantage recourir potentiellement à l'émotion, parce que forcément avec le visuel, en tout cas, on peut susciter des émotions plus immédiates encore que effectivement avec l'écriture. Donc voilà, donc je dirais quand même l'arrivée de la photo et l'invention du photojournaliste, ça a été un élément important qui a quand même modifié l'écriture. De même, évidemment, je dirais le développement de la télévision,
et surtout alors, je dirais pas dans les premières décennies, parce qu'on avait effectivement une information télévisée qui était très contrôlée à l'époque de l'ORTF, mais à partir des années 80, là aussi, ça a modifié, je dirais, la manière je dirais quand même de concevoir, enfin pas concevoir le métier, mais de le pratiquer en tout cas. Et aujourd'hui, alors, je pense qu'effectivement, les personnes qui sont en prise avec le métier, je dirais le web, et effectivement, et notamment comment dire, le web a quand même sans doute, je dirais, pour conséquence, je dirais, comment dire, de faire en sorte que la parole du journaliste, elle est plus seule, pour quelque sorte. Et parfois, elle peut être contestée, disputée par des créateurs de contenu, là, pour le coup, mais que le grand public, en quelque sorte, ne va pas forcément distinguer du journalisme. Et là, donc, il y a effectivement vraiment une nouvelle difficulté qui est qu'il y a une légitimité du discours du journaliste, de la parole du journaliste, à reconstruire, à reformaliser en quelque sorte, pour la distinguer de simples personnes qui s'expriment par ce biais-là. Et il y a aussi, oui, effectivement, il y a une frontière qui est de plus en plus floue entre les journalistes et les créateurs de contenu, et puis mais aussi sur les formats, la vidéo aujourd'hui est vraiment le format qui est déjà là très présent et qui change en fait notre manière de travailler. On va de plus en plus sur ce type de format, et il faut savoir qu'il y a vraiment des choses très précises. Par exemple, pour qu'une vidéo soit happée par les réseaux, il faut qu'elle passe entre 1 minute et 1 minute 30. Donc déjà, ça c'est comme un format imposé. Et petite anecdote, moi par exemple, la semaine dernière, je monte une vidéo sur l'interview d'une avocate, et je trouvais ça très joli de mettre des slides au milieu entre chaque fois qu'elle répondait à une des questions. Je mets une slide comme ça avec la question qui s'imprime comme si on la tapait et tout. Je trouvais ça très joli. Sauf qu'en fait, le responsable des réseaux sociaux me dit « Ah mais non, arrête ça, on n'est pas ça » parce qu'on s'est aperçu que quand on mettait cette slide-là, en fait, ça a arrêté l'attention et que les gens partent. Et je me suis dit, ah ouais, non mais quand même, on en est là. J'ai trouvé ça stupéfiant de me dire, c'est déjà cette slide-là va arrêter et va faire qu'on va quitter cette vidéo. Donc on les a enlevés, on les a imprimés sur l'interview et l'avocate qui s'exprimait. Mais en même temps, je le dis, on fait ainsi. Je suis très contente de garder quand même encore un support print à côté et un support web, mais ces vidéos-là, moi j'essaie de faire en sorte qu'elles gardent quand même un maximum de qualité d'information, parce que vous êtes tous comme moi, on peut voir des vidéos, moi je suis concernée. Alors évidemment, j'ai envie de dire, c'est pas ma génération, c'est pas non plus mon mode de consommation. Moi je viens pas de cet univers-là, je travaille dedans, et j'aimerais vraiment qu'on garde à côté de ça quand même un objectif de qualité, parce que combien il est difficile de capter l'attention des gens, et combien en fait aujourd'hui on se retrouve à devoir séduire. Et est-ce que l'information est là pour être séduisante? Elle n'est pas toujours. C'est un vrai. Non mais aujourd'hui dans les rédactions, c'est un vrai questionnement. Non, on ne peut pas toujours séduire, et non, on ne peut pas toujours se plier aux diktats des algorithmes, parce que sinon ce serait effrayant. Donc voilà, il y a un curseur à maintenir. Je sais pas jusqu'où il nous mènera. Mais ce sont des vraies questions, et parfois dans une même rédaction, on n'est pas tous d'accord. Après, l'une des difficultés, c'est qu'effectivement, les journaux ou les médias sont aussi des entreprises avec un modèle économique. Et d'où la nécessité d'avoir quand même un public, de drainer un public. C'est pas nouveau d'ailleurs, c'était déjà à l'époque de la grande presse. Et du coup, avec évidemment toujours le risque de recourir. Quand on regarde la grande presse du 19e siècle aussi, au sensationnalisme, les faits divers sordides, etc. Enfin voilà, c'est parce que c'était ce qui permettait aussi, déjà au 19e siècle, d'appâter le lecteur. Donc c'est vrai que cette question de concilier la déontologie journalistique avec des intérêts économiques, parce que c'est bien logique, il y a des intérêts économiques aussi, c'est aussi un des paradoxes auxquels la presse est confrontée. Et on n'a pas la réponse, parce que ça m'était posé cette question, là j'étais en déplacement en RIAC, dans l'une de nos rédactions cette semaine, et il se posait la question parce qu'il y a un contenu récemment qui n'a pas plu, et qu'on a fait enlever des réseaux, parce que moi je le trouvais concernant vraiment, et je leur disais, oui bien sûr on peut appâter avec, j'ai envie de dire, on n'a qu'à mettre que des vidéos de petits chats qui font des acrobaties, et on fera de l'audience, mais après je leur disais,
en termes d'image, moi je trouve ça hyper important. On est quand même un journal ancré. On a, je crois, un devoir de crédibilité. On a des institutionnels aussi avec qui on échange. Et je pense que si on dégrade notre image, si on dégrade trop notre image, je trouve qu'on ne va pas y gagner forcément. Parce que oui, on va peut-être gagner des gens mais qui sont très volatiles. Parce qu'il faut savoir que ceux qui passent comme ça ne reviendront pas forcément. Mais on aura perdu toute notre crédibilité. On aura perdu déjà le sens de notre métier de journaliste. Donc alors voilà, c'est pas une surprise ni une révélation. La presse aujourd'hui est en difficulté économique, mais pour autant, je pense pas qu'il faut qu'on vende notre âme au diable. Est-ce que finalement, on est si loin que ça de Camus qui en 1937, dans son journal à Alger, définissait le journalisme par quelques valeurs et quelques repères, notamment 4, lucidité, refus, ironie, obstination. Et puis rapidement, il ajoutait, à mal nommer les choses, on ajoute à la misère du monde. Alors, on peut toujours dire que ce sont des concepts larges, mais ce sont quand même des points de repère. Est-ce que les choses ont changé tant que ça? Moi, je ne pense pas, effectivement. Hein, c'est effectivement ce sont des points de repère. C'est justement ce qui permet aussi, et je suis complètement d'accord, ce qui permet de distinguer le journalisme d'autres formes, effectivement, d'expression sur l'actualité ou sur le monde qui nous entoure. Donc, je pense que... Mortaza, la question du format, là, elle est sous-jacente. On est sur le fond, mais il y a cette forme qui nous contraint, vous contraint, et vous, notamment journaliste télé. Donc toi, c'est avec plaisir que tu es en train de fabriquer un long format pour Arte. Ça permet de dire, on dit quand même plus de choses qu'en 3 minutes. Ah bah oui, évidemment qu'il y a un intérêt déjà économique pour les médias, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de journalistes pigistes indépendants, partout, notamment dans les zones de guerre. On fait appel aux journalistes pigistes indépendants dans les zones de guerre parce qu'on leur donne un contrat de 2 jours, 1 jour, et il y a moins de coûts pour les médias. Et donc, bien sûr, évidemment, beaucoup de risques pour les journalistes et les journalistes indépendants. Et donc, parce qu'en fait, le journaliste indépendant donne plus au travail, c'est-à-dire en fait, la personne qui est CDIsée, qui est en CDI, un contrat permanent, donc il ne donne pas plus quand on est sur le terrain. Avec un CDI, c'est pas pareil quand on est pigiste. Donc parce qu'en fait, on cherche vraiment à raconter la situation, on cherche vraiment à aller plus loin, prendre des risques, alors que c'est pas pareil pour un journaliste CDIsé. Il y a déjà ça, il y a aussi les formats. Évidemment, quand on devient influenceur aussi, à côté, influenceur, c'est-à-dire au niveau terme, on est obligé de communiquer. Le public a besoin d'être en contact avec le journaliste parfois. Par exemple, quand je vois après la parution de mon reportage à la télé ou dans un journal, les gens ils m'envoient des messages sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, en me remerciant, en me demandant des contacts, ou si on peut aider la fille. On a fait la vente des petites filles en Afghanistan, on nous a demandé comment on peut les aider. Ça aussi, ils veulent être en contact direct avec les journalistes. Et parfois aussi, parce que les journalistes indépendants, parce qu'ils sont un métier précaire, et les pigistes, donc c'est nous qu'on crée l'actualité. Parce que parfois, ça m'est arrivé, pendant le Covid, le 16 mars 2020, on se souvient, dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe, à Lesbos, au large de la Turquie, cette ville grecque accueillait plus de 20 000 personnes réfugiées qui venaient de partout, dans un camp créé seulement pour 2500 personnes. Personne n'en parlait. On était allé avec un père jésuite, Maurice Joyeux, qui m'a appelé en me racontant la situation. Donc je suis allé sans un média. Aucun média était derrière. Et j'ai pris un avion, je suis arrivé, je me suis infiltré dans le camp, j'ai commencé à filmer, envoyer, publier sur mes réseaux sociaux. Les vidéos ont fait des centaines de milliers de vues, et à ce moment-là que les médias m'appellent. Et vous voyez, en fait, pour parler de la situation de cet enfer, ce camp bidonville en Europe. Et donc, vous voyez, là, toutes les semaines, j'envoie des vidéos, même à une média extrême droite autrichienne qui voulait en parler. Vous voyez, donc ça, c'est nous qu'on crée parfois les demandes, les pigistes, les indépendants, mais c'est pas toujours le cas des journalistes qui sont en CDI, et que nous, on a besoin, surtout, les pigistes, les indépendants ont besoin d'être en ligne, en direct avec le public, et partager leur contenu pour faire plaire je veux dire comme ça, peut-être aux médias, parce que c'est comme ça qu'on nous fait appel, les médias. Ils voient que nous, on est
à Bagdad. On nous a dit, ah Mortaza, on a vu que tu es à Bagdad, est-ce que tu peux faire un papier pour nous dans l'IB, par exemple? Et ben voilà, vous voyez, donc on a besoin d'être présent en fait, sur Internet à la fois, parce qu'ils ne savent pas, ils ne font pas appel à nous tout le temps, parce qu'ils voient que nous, nos contenus, on fait plus de vues que leur sujet aux 20 heures de France d'eau. Quand moi je publie une vidéo sur Instagram, on fait 500 000 vues, alors que le sujet sur France Info fait 200 000. Tu fais plus de vues que Léa Salamé. Parfois. Quel honneur. On a commencé de l'aborder, Mathias et Mortaza l'aborde par un angle tout à fait clair et précis, celui du statut et des conditions du journaliste, dont on ne peut pas se dégager dans une séquence telle que celle-ci. Le monde de la finance et du pognon dans les médias, pour employer un terme provocateur, alors on ne va pas aborder dans la culture en général, encore qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire avec ce qui se passe dans les maisons d'édition, mais qui d'ailleurs sont liées, sont portées par les mêmes personnes. Mais ça, c'est un enjeu que tout membre d'une presse et d'un média autonome et indépendant tel que le groupe Centre-France peut avoir en tête. Monsieur Bolloré, Monsieur Sadé, Monsieur Ebra, quelles sont vos intentions? Et ça, il y a toujours eu des politiques de rachat, des politiques de concentration, d'ailleurs dans lesquelles la montagne a bien largement apporté sa contribution et a profité. Mais là, ça n'est plus la concentration, c'est la finance qui vient, alors sans doute pas dans la presse régionale, mais dans une presse d'influence. Ça, est-ce que, résumé et dit un peu directement, est-ce que c'est un enjeu, est-ce que c'est une menace pour la démocratie? Ah oui, je crois que c'est effectivement une menace pour la démocratie, qui a toujours été présente, puisque justement, compte tenu de l'influence que représentent notamment les grands médias d'information, ils ont toujours intéressé justement des groupes financiers, connectés souvent d'ailleurs à des intérêts politiques, et ça, notamment, on le sait, la grande presse de l'entre-deux-guerres notamment, qui là aussi était quand même le principal média d'information, la radio était juste balbutiante, la télé n'existait pas, a été vraiment le fruit d'opérations assez, d'offensives de la part de grands intérêts, encore plutôt situés d'ailleurs au niveau de la droite dure et de l'extrême droite, d'où justement toute la politique de moralisation qui a eu lieu au moment de la libération justement et de l'encore transparence pour qu'au moins les lecteurs et l'opinion sachent qu'il y a derrière tel ou tel titre. Après les processus de concentration, on les a vus effectivement à l'œuvre dans la presse écrite, y compris d'ailleurs après, la Seconde Guerre mondiale. Si on pense par exemple à la figure de Robert Hersant, qui à un moment donné, y compris d'ailleurs, a contrôlé une bonne partie de la presse quotidienne régionale. Mais bon, je dirais, c'était quand même d'abord, la logique de Robert Hersant était quand même d'abord, en tout cas au niveau du groupe, d'abord des intérêts économiques beaucoup plus que politiques en fait. Là, ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est le fait en effet que cette concentration concerne désormais les médias audiovisuels, qui avaient longtemps été, d'abord sous monopole d'État, il faut bien voir que la libéralisation en quelque sorte de l'audiovisuel en France date du milieu des années 80, c'est fait pendant une vingtaine d'années de façon quand même relativement timide, très encadrée d'ailleurs également par des autorités, les ancêtres de l'ARCOM, qui étaient effectivement le CSA, la CNCL, etc. Et là, c'est vrai qu'effectivement que notamment la mise en place, on va dire, de l'empire Bolloré, sur le modèle d'ailleurs outre-Atlantique, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est quand même assez récent, mais qui rappelle les processus je dirais, et les offensives qui caractérisaient la presse écrite dans les années 30, finalement, appliquées aux médias audiovisuels. Mais notre exception de service public, en fait, est une forme de garantie. Oui, enfin bon, de garantie réversible, quand même. C'est réversible. Savoir comment... Et on voit bien d'ailleurs l'offensive contre le service public, comme d'ailleurs contre des groupes de presse indépendants, qui peuvent être conduits... N'a-t-on pas proposé hier ou aujourd'hui de nommer les présidents directement depuis l'Élysée? Tout à fait. Mortaza, tu te considères, on évoquait Albert Londres, il a été un petit peu élève
dans un établissement scolaire à quelques dizaines de mètres d'ici, mais il a surtout beaucoup vécu à Vichy, où tout un groupe travaille ardemment à la mémoire de sa formule de grand reportage, hein, le premier qui a enfourché son vélo pour aller à la cathédrale de Reims, et beaucoup d'autres choses, les Bagnards, les frères Pélissier. On disait il était reporter, notamment reporter de guerre. Toi, tu te définis comme reporter de guerre, tu vas sur des lieux de guerre, mais tu traites également beaucoup de sujets sociétaux. Est-ce que c'est important d'ailleurs, la définition? C'est un peu une question. Quand on est reporter de guerre, reporter de terrain, donc on s'adapte aux deux mondes, et où il y a besoin d'informer, on parlait. Notamment, je voyage au Groenland 4 fois depuis 5 ans. Et l'année dernière, en avril, j'étais le seul journaliste là-bas, au moment où J.D. Vance, le vice-président américain, qui était en déplacement là-bas. Et alors là, tous les médias m'appelaient, j'ai fait un sujet pour le 20h de France 2, France Info, à tous les médias en direct, j'ai même parlé devant la caméra, bref. Donc oui, on s'adapte tout le temps. Donc moi, je fais des sujets sur l'immigration, sur les zones de guerre en Irak, l'Afghanistan, l'Iran, et aussi sur parfois au Groenland. J'ai travaillé sur les Jeux de Paris, et là je pars la semaine prochaine, le 11 mai, je pars pour les championnats d'Europe de taekwondo, parce que je suis aussi une athlète qui s'appelle Zakia Koudadadi, médaillée aux Jeux de Paris, est devenue française récemment. Elle est arrivée depuis 4 ans à la chute de Kaboul, et aujourd'hui elle emporte des médailles pour la France sur le drapeau français. Donc je vais la suivre parce qu'elle sera la première française obtenue par taekwondo, la médaille d'or. Donc oui, voilà, on s'adapte parce qu'il y a deux mondes, parce qu'on parle plusieurs langues, on est multitâche, multilangue. Pour dire que multitâche, parce qu'on est capable de filmer, monter le sujet, commenter, poser notre voix et en même temps parler devant la caméra. On est obligé aujourd'hui, le marché est saturé, il y a de plus en plus d'étudiants en journalisme m'appellent en m'envoyant des messages, en m'envoyant même leur CV sur Instagram, en me demandant un stage. Donc à moi, j'ai une boîte de prod à côté, je peux accueillir un stagiaire pendant 2 mois, même pas plus. Je peux pas rémunérer un stagiaire parce que moi-même je galère parfois à obtenir des piges. Et je vois qu'en fait le marché est bien saturé et que même les étudiants du journalisme à Sciences Po n'arrivent pas à obtenir un stage. Et donc il y a un gros problème parce que les médias cherchent de plus en plus de pigistes, d'indépendants, et c'est les jeunes, ils risquent leur vie, ils partent sans formation sur les zones de guerre en Ukraine pour dire que c'est à côté, on part. Je sors d'une école de journalisme à Paris, je pars en Ukraine pour couvrir la guerre là-bas. Ou soit encore partir en Irak parce que j'avais une formation en première année de master sur l'Irak. Je parle même pas arabe, je pars, je me débrouille sur le terrain. Non, c'est pas comme ça. Si vous n'êtes pas formé, c'est pour ça que malheureusement il y a de plus en plus de risques. De risques à l'encontre de ces pigistes, des jeunes pigistes. Moi je dis parce que moi j'ai grandi en Afghanistan, j'ai couvert les zones de conflit, les attentats en Afghanistan, je connais ça, j'ai fait une formation de reporter de guerre, mais quand je vois des jeunes qui débarquent de Paris d'ailleurs dans ces zones-là, c'est hyper dangereux, et parfois il n'informe même pas le consul, l'ambassade de France, parce qu'on est censé d'informer aussi les autorités quand on est à Bagdad ou ailleurs. Parenthèse, en matière de formation, les garanties sont essentielles. L'école de journalisme de l'université de Clermont, que j'ai eu l'honneur de monter avec Mathias, s'était entourée notamment pour ces histoires de stages, bien évidemment pour le programme pédagogique, mais pour ces histoires de stage, de nombreuses garanties pour qu'on n'envoie pas, qu'on ne laisse pas les gamins perdus dans la nature et qu'on ne les envoie pas n'importe où. Florence, on avait dit la question est toujours assez compliquée à aborder, mais les femmes dans le journalisme, tu as vu évoluer les choses? Comment? Un peu comme dans la vie municipale, c'est-à-dire qu'ils sont candidats conseillères municipales, mais pas adjointes, ni maires, ni surtout pas au com d'agglo. Allez, c'est pour rigoler. Comment je peux répondre le plus corporel possible? Qui reste difficile de faire sa place. On leur en dit souvent, moi j'ai entendu, y compris au sein des journaux où je suis passée, c'est elles veulent pas y aller. Mais moi je pense qu'il y a une toute autre analyse qui est plutôt
on ne met pas les conditions en place pour qu'elles y aillent. Et c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que moi, je le vois, j'ai eu de la chance, et la plupart du temps, ce sont des hommes qui m'ont tendu la main, qui m'ont proposé alors, j'ai travaillé, hein, j'ai rien eu sans rien, mais qui m'ont tendu la main, m'ont proposé ces postes-là, mais à chaque fois, je vois bien comment ça se passe. Moi, je me souviens, par exemple, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on m'a proposé d'être éditorialiste, le moment où je suis convoquée, en fait, il se trouvait que j'étais enceinte de mon premier enfant, 2-3 mois, donc en fait, c'est ces moments-là où on ne le dit pas encore. Et je me suis dit, mince, si je lui dis, eh ben c'est fini, j'aurai pas le poste. Et ouais, non, mais vrai. Et en fait, je finis par le dire parce qu'en fait, à un moment donné, voilà quoi. Il me dit, ah mais ça change rien. Tu seras remplacé, tu commences. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était Philippe Rousseau à l'époque qui me dit ça. Et ça a été un vrai réconfort. Mais on ne peut pas s'empêcher en tant que femme de toujours devoir montrer qu'on est légitime, de toujours faire sa place. Et puis il y a des détails quand on est dans une vie professionnelle. Moi je fais attention par exemple quand je fais des réunions parce que c'est typique, c'est le fameux couper la parole. Ça les hommes sont assez, c'est assez typique. Et donc moi quand j'anime des réunions, quand je vois par exemple un journaliste femme qui le fait, je stoppe. J'essaie de faire attention à ces détails qui font que ce sont des micro-événements. On peut penser que ce sont des micro-événements, mais tout ça accumulé fait que moi j'ai des jeunes femmes que j'entends dire je me sens pas légitime parce qu'on leur dit pas. Parfois les hommes se cooptent entre eux pour avoir des postes. Ils vont le dire très récemment, maman on est venu me chercher, j'étais je sais pas à Aurillac, à Moulins et puis on est venu me chercher. Moi je les compte assez peu les femmes qui me disent on est venu me chercher, on a pensé à moi. Et là, il n'y a pas très longtemps, grâce à l'Université d'Auvergne, j'ai animé une réunion avec des femmes managers, 4 femmes managers, alors je vais faire une petite vidéo. Et vraiment, la plupart expliquent pas. Il faut vraiment montrer qu'on est là, ce dont on a envie, dire ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, très rarement, on vient nous chercher, mais il faut quand même tracer sa route. Et en tout cas, quand on atteint ces postes-là, il faut être extrêmement vigilant à faire en sorte que les femmes puissent se dire « moi aussi, j'ai ma place », parce que en fait, on grandit dans l'idée que le monde ne nous est pas ouvert de manière naturelle. Et vraiment, c'est quelque chose qui est assez ancré. Ce fameux sentiment d'imposture, il est très ancré, et y compris encore chez les jeunes générations. Moi, je pensais que j'ai une fille. Voilà, je lui parle de ça pour qu'elle sente qu'en fait, tout le champ des possibles lui est ouvert. J'ai vraiment envie qu'elle ne pense pas à un moment donné qu'elle ne peut pas faire certains métiers. Donc voilà, en l'occurrence, c'est plutôt une mateuse. On sait que c'est un champ aujourd'hui de réussite. Et je voudrais qu'elle puisse faire vraiment tout ce qu'elle veut dans sa vie, comme son petit frère d'ailleurs, et qu'il puisse vivre. Oui, parce que je dis ça parce qu'il peut y avoir aussi, il ne faut pas que ce soit un combat contre les hommes. On peut voir aujourd'hui parfois des curseurs qui vont un peu trop loin. Moi, je trouve très important qu'on soit capable de vivre en harmonie. Je pense que c'est possible. Voilà, ce qui concerne les femmes et la manière dont il faut faire en sorte qu'elles aient leur place. Merci Florence. Bien, mesdames, messieurs, c'était une conférence débat, donc vous avez la parole. Il reste quelques dizaines de minutes. Allez-y, vous avez des intervenants qui ont déjà fait preuve de synthèse dans leur témoignage. On les remercie. Je peux parler assez fort. Hein. Je voulais juste savoir si vous faisiez partie de l'association SOS Otage montée par Ingrid Betancourt ou celle de Benjamin Brière. Oui, merci. Alors oui, je fais partie de l'association, donc c'est pour ça que je dis on est solidaires entre nous, les otages, on a tenu, voilà. Et on s'informe parfois parce qu'on parle sur les conditions de l'accueil et la détention dans la presse. Aujourd'hui, Benjamin Brière, ex-otage en Iran, il est président de SOS Otage avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, on fait connaître, on est en train d'essayer de faire connaître notre statut d'otage à l'Assemblée nationale. Donc le député Éric Bothorel, il nous soutient.
lui, et donc on avance à travers nos témoignages, à la fois vous avez peut-être entendu le témoignage de Benjamin Brière. On lui a demandé de payer 3 000 € d'impôts à son arrivée. Pourquoi vous n'avez pas déclaré vos impôts? C'était moi aussi. J'ai dû le payer, moi. J'ai dit, bon, je m'appelle Mortaza, je paye. Et il s'appelle Benjamin, peut-être qu'il sera mieux traité. Mais moi, j'ai payé. Donc, tout de suite, parce qu'on m'a fait une cagnotte, la gentillesse de mes camarades. Donc, on recrutait plusieurs milliers d'euros à mon arrivée, des gens, donc mes amis à moi. Donc, j'ai pu payer, en fait, mes impôts à mon arrivée. Donc, je ne suis pas allé chercher une attestation auprès des talibans. Donc, voilà. Donc, c'est une belle association qui continue, qui aide les otages indépendamment. Voilà, on a à ce propos, on a une pensée, je l'évoquais tout à l'heure, mais plus directement pour Christophe Glaise, qui est détenu en Algérie. Alors on peut toujours penser que c'est pas la même tension, c'est pas le même rapport, qu'il y a une présence plus forte de la diplomatie, mais toujours est-il qu'il est retenu pour une histoire d'interprétation de ballon rond. Oui, je pense quand même que par rapport à votre intervention sur les moments de la presse où effectivement les choses ont effectivement changé, on est dans un monde où on a parlé de démocratie, l'argent et la rupture avec un certain nombre, y compris disons, d'États qui sont concurrencés par un certain nombre de milliardaires, on retrouve dans la presse maintenant quelque chose qui est effectivement très important. Quand on parle par exemple du statut d'intermittent, on sait par exemple que Sterrin donne 5 000 € par mois, propose 5 000 € par mois à un certain nombre d'influenceurs, simplement en leur laissant le contenu entre guillemets libre, mais ils doivent transmettre un certain nombre de choses par mois qui sont possibles. La question aussi, on parlait, disons, du problème effectivement de l'édition. L'édition, il n'y aura peut-être pas de censure, effectivement, mais pour être édité, il faudra passer par un certain nombre de gens. Et donc, toutes ces questions-là qui se posent aussi, est-ce que les médias journalistiques ne sont pas complètement coincés, justement, par rapport à ce que vous disiez aussi, par un nombre autant de... On a écouté là, le fait que l'adolescent ne peut pas lire plus de tant de pages, etc. Donc, je veux dire, on est dans une concurrence très forte, et finalement, la presse est peu rentable, la presse écrite, et donc elle va être au service d'un certain nombre de choses qui seront rentables, elles, peut-être. Et donc, on est quand même sur une évolution qui est extrêmement rapide. Vous l'avez souligné sur le fait, entre les premières interventions financières véritablement qu'on a vécues, et puis maintenant, il y a quand même une différence très forte, non? Alors, je pense qu'effectivement, hein, la présence hein, on va dire, du monde de l'argent, hein, du monde, voilà, je dirais, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est quand même nouveau, effectivement, c'est le phénomène de concentration. C'est-à-dire que quand j'évoquais les années 30, hein, où il y avait aussi hein, des intérêts financiers importants en jeu, il y avait quand même un nombre de titres dans la presse écrite hein, qui était extrêmement important. Et je dirais le coût d'entrée, en quelque sorte, pour faire vivre un journal était relativement faible. Donc, ce qui permettait quand même, voilà, ce faible coût permettait je dirais, à des personnes qui ne disposaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément de gros capitaux, de pouvoir quand même faire vivre le journal et de le diffuser. Aujourd'hui, notamment dans l'audiovisuel, alors c'est moins vrai hein, là encore sur les réseaux, hein, mais bon, avec d'autres risques d'ailleurs, hein, qui est effectivement le côté totalement non contrôlé. Mais c'est vrai que sur l'audiovisuel, en revanche, hein, compte tenu du coût, hein, c'est vrai que le phénomène de concentration est de fait plus préoccupant, hein, et c'est la raison pour laquelle pendant longtemps il y a eu un monopole d'État, hein, parce que justement c'est ce qui permettait effectivement de garantir voilà, une certaine forme hein, d'impartialité en quelque sorte, au nom d'une logique de service public, hein, effectivement, le maintien quand même et aujourd'hui encore hein, d'un audiovisuel d'État, même si c'est une construction de monopole, c'est pas dans une logique de contrôle par l'État de l'information, c'est bien dans une logique de garantie de la pluralité dans un secteur qui, compte tenu du coût de cette dimension, je dirais, capitalistique de fait, ne peut pas être soumis complètement à une libre concurrence parce qu'il y a quand même un coût d'entrée extrêmement élevé.
C'est vrai que la logique est quand même différente, je suis complètement d'accord, hein, entre le système audiovisuel, on va dire, d'aujourd'hui et la presse écrite des années 30. Après, juste le danger que vous parliez de M. Stérin, c'est vrai que ça passe par plein d'éléments, ça passe par des fêtes de villages qui ont été rachetées, ça passe par des écoles qui sont en construction, y compris sur les territoires centre-France, en effet. École de journalisme, plein d'autres choses. D'ailleurs, il y a énormément les fameux repas, vous avez dû en voir passer sur nos territoires du canon français. C'est très insidieux en fait. Et il y a un véritable danger aujourd'hui dans l'Empire Bolloré, parce qu'on évoque Grasset, mais chez Fayard, l'effet a été regardé, le catalogue aujourd'hui, ça n'est plus le même que ce qu'il y avait il y a 2 ans. Donc non, en tout cas, il y a un véritable danger aujourd'hui que tout le secteur médiatique soit avalé par ça, parce qu'il y a une bataille de l'opinion publique très claire, il y a une bataille de l'opinion publique en vue de la présidentielle, ça n'échappe à personne. Je n'en ai pas forcément besoin. Monsieur Vif, quand vous introduisez cette table ronde, vous qualifiez le journaliste de chercheur, de scientifique. Quand vous évoquez son travail intellectuel, vous parlez donc de déontologie. Donc comment expliquer ce désamour, ce désaveu quand même vis-à-vis des journalistes, avec des journalistes qui sont exfiltrés de manifestations parce que leur vie est en danger? Comment redonner confiance en ce journaliste, dans cette opinion publique qui manifeste un véritable désamour, alors qu'un véritable travail intellectuel est conduit? Alors est-ce cette limite incertaine entre un véritable journalisme et ce travail de, comment vous l'avez qualifié, je ne trouve plus le mot, d'influenceur, merci beaucoup. Quels sont tous ces éléments qui finalement ont détérioré la confiance en les journalistes ou en le journalisme? Vous posez une bonne question, mais les journalistes, ce n'est pas une unité. Là, vous en avez 3 profils différents et il y en a beaucoup d'autres. Pascal Praud n'est pas là, la rédacteur en chef du Figaro n'est pas là, et Louis Plenel n'est pas là. Il y a quand même une diversité de profils. Quant au sondage, et pour reprendre, Florence évoquait les travaux de Jérôme Fourquet avec lequel on travaille, quand il parle de l'archipel de France sur l'emploi politique, il en parle également dans notre profession. La profession est beaucoup plus diverse. Je suis d'accord avec vous, c'est que globalement, le journaliste est devenu, il est sans doute sorti de cette réserve qu'il devrait avoir, il est devenu tellement sur les scènes qu'il fait partie des critiques, et il est emporté un peu dans ce tourbillon. Mais sachez qu'il y a les journalistes que vous voyez sur les plateaux, sur les scènes, ceux qui sont jugés par toutes ces enquêtes, et puis il y a 35 000 journalistes en France. Ça n'est pas les 200, les 150 ou les 300 que l'on voit, c'est une série de personnes. Florence s'extériorise peu, ce sont des dizaines de personnes comme eux qui font avec rigueur leur job, et peut-être sont-ils victimes de cette mauvaise image donnée par des gens qui sont d'ailleurs pas forcément souvent des journalistes, qui n'ont plus la carte professionnelle et qui sont des communicants, qui sont devenus des battleurs, et où je suis d'accord avec vous, c'est que la profession doit, d'une manière générale, dans cette diversité que j'évoque, se remettre en question pour revenir à de la rigueur de l'information, à ne pas confondre les faits et l'opinion, à ne pas jouer un rôle. On a tous évoqué des sujets qui sont des sujets extrêmement prégnants, mais pas à lui faire jouer un rôle qui n'est pas le sien. Il y a des choses qui relèvent du politique, je pense notamment que la bagarre contre le fric, contre M. Stérin, la presse peut en parler, mais les formations politiques, les associations, les citoyens sont sans doute les premiers à devoir s'en emparer. Ce que la presse peut dire, c'est qui a voté la subvention, qui n'a pas voté la subvention. Est-ce que le spectacle Murmure de la Cité, qui a été donné à Moulins, réécrit l'histoire et dans quel objectif? Mais la presse n'est pas... La presse et les journalistes ne sont pas seuls. Conserver quand même cette dimension de diversité, c'est pas pour dire la presse est la plus belle, mais on est quand même dans un espace démocratique où cette diversité, il y a ces dérives qui nous inquiètent.
et qui nous inquiètent beaucoup. Mais rendre cette profession accessible à toutes les voix, à toutes les sensibilités, telles que Florence, telles que Mortaza, des profils différents, des jeunes qui arrivent. Donc, pourquoi on s'interroge sur la précarité? Parce que ça ne donne pas les moyens de travailler avec rigueur, ça ne donne pas les moyens de pouvoir exercer correctement son métier. Il y a des progrès à faire, mais on n'a pas le plus mauvais exemple. Et je pense que le fait que nous soyons dans des institutions républicaines qui ont quand même encore tenu le coup dans certains coups de vent, ça reste assez positif. Alors oui, les journalistes, oui, les hommes politiques, oui, les profs, oui, les fonctionnaires, oui. Alors, je voulais ajouter également que c'est pas parce qu'un journaliste ne va pas être attaqué justement parce qu'il manque de rigueur, des fois c'est tout l'inverse. C'est parce qu'en fait, des fois, on voit son objectivité à l'aune de sa propre subjectivité. Et vous avez... Il n'a pas écrit ce que je voulais. Non, mais vrai. Et on peut avoir des attaques qui sont infondées, et je pense qu'on rentre dans un mouvement, mais bien plus large. Cette semaine, moi, je parlais avec les journalistes du Pôle Philippin, on fait quelque chose sur les refus d'obtempérer, qui n'ont jamais été aussi importants. Je veux dire, à quel moment, dans une société, on n'a plus du tout ce respect des institutions, parce qu'on rentre dans ce phénomène bien plus large, c'est-à-dire du maire à qui on veut mettre une claque, non, mais j'ai donné ça. je ne vous le souhaite absolument pas. Non, mais je veux dire, on n'a plus ce respect. Moi, j'ai l'impression, par exemple, d'avoir été élevée avec des valeurs, par exemple, par rapport aux enseignants. On peut ne pas être d'accord avec quelque chose, moi c'est le cas en tant que maire ou quelque chose, mais jamais je vais aller contester. Vous allez aujourd'hui aller parler avec, j'imagine que vous le faites, parler avec des enseignants, c'est quand même spectaculaire. C'est-à-dire que c'est l'enfant va devenir omnipotent et va complètement dégrader la crédibilité de cet enseignant qui devrait rester une figure de savoir. Et donc le journaliste, il arrive là-dedans, parce que quand on parle de journaliste, par exemple, ce que tu as agressé sur les manifestations des Gilets jaunes, par exemple, je veux dire, certains, ils faisaient leur métier, sincèrement, est-ce qu'ils méritaient d'être frappés, blessés? Non, je ne crois pas. Donc je pense quand même qu'il y a une dérive de la société et qu'on est embarqué là-dedans. Et nous, notre rôle, évidemment, ça va être de rester campé sur des valeurs, d'être, je le rappelle encore, éthique, mais ça ne fera pas qu'on ne sera pas attaqué. Vraiment, moi je me souviens, mais quand je vous dis que parfois on peut être malmené, là, le Concentre France récemment a pris la défense là, de journalistes qui sont vraiment... On reçoit, je vous dis, on peut recevoir des menaces de mort, on peut recevoir des menaces de viol quand on est une femme. C'est pas un jeu, vous voyez. Enfin, on a l'impression, les gens, ils sont derrière sur les réseaux sociaux et ils vous adressent ce genre de mots. Je pense qu'on n'a pas conscience de la difficulté. Moi, quand je vois effectivement qu'on aime de moins en moins les journalistes, qu'on les conteste, bien sûr que c'est douloureux parce que j'ai pas envie de ça, j'ai envie qu'on puisse avoir une belle vision de notre métier. Moi, je l'ai fait vraiment dans une volonté d'informer, d'ouvrir sur le monde. Mais il y a quand même, on est embarqué dans quelque chose de plus grand que nous. Hein. Monsieur Bernard, une mise en perspective? Oui, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je crois qu'il y a deux raisons. Je dirais à cette sorte de désaffection, mais qui ne semble pas être un phénomène forcément récent sur un aspect qui est que le journaliste il dérange, de toute façon, effectivement, parce que, justement, c'est ce que disait aussi Jean-Yves, il dit aussi, il peut parfois dire des vérités qui ne correspondent pas aux sentiments particuliers que peut avoir tel ou tel. Donc l'indépendance aussi du journaliste, elle peut déranger, que ce soit effectivement des opinions, elle peut bousculer, et on est dans une société où il y a une sorte de relativisme en quelque sorte de la vérité qui fait que, ce que vous disiez par rapport aux paroles de l'enseignant, aux paroles des scientifiques, de la science, les fake news, ça affecte aussi évidemment, via les complotismes, etc., aussi la vérité scientifique. On voit bien que, finalement, on a l'impression que les vérités sont très relatives et que finalement, ma vérité vaut plus que celle qui est clairement objectivée et dite. Donc je pense qu'il y a quand même ce rapport à la vérité, ce relativisme en quelque sorte, eh bien, il atteint les journalistes comme il atteint en effet les enseignants, les chercheurs, etc. Et ce qui est grave, effectivement, c'est quand parfois, comme dans l'Amérique de M. Trump, le pouvoir politique lui-même accrédite en quelque sorte
voilà, ces attaques contre la vérité. Donc je pense qu'il y a effectivement ce premier élément, dérangeant de journaliste, et puis le deuxième point qui finalement un petit peu va décupler justement ces attaques, c'est en effet le fait que le journaliste fait partie du monde des médias, hein, donc dans les médias il y a médiation, on voit bien que depuis une quarantaine d'années, là encore, hein, toutes les formes de médiation, de représentation, que ce soit bien sûr hein, les journalistes, mais les hommes politiques, les organisations représentatives, etc., sont quand même très contestées par une forme de populisme qu'on retrouve, je dirais, partout dans l'échiquier politique. Hein, c'est en effet l'exemple du Gilet jaune est tout à fait parlant de ce point de vue-là, hein, qui fait qu'il y a une crise de la représentation en général et des médiateurs et des médiations en général, qui est un vrai souci hein, dans les sociétés, on va dire, du début du XXIe siècle, hein, et qui alimente aussi parfois un certain nombre de phénomènes politiques et des risques d'autoritarisme populiste. Hein, c'est une vraie réalité. Voilà. Et bien entendu, hein, les attaques contre les médias hein, s'inscrivent dans ce mouvement, qui est un mouvement qui n'est pas bien sûr simplement hexagonal, hein, et qui est en fait très préoccupant pour la démocratie. Et là, ça renvoie évidemment hein, à la question journalisme et démocratie. Je pense que le journaliste, hein, bien sûr, tel qu'on l'a défini, hein, avec la déontologie du métier qu'on a défini, c'est bien sûr un élément avec d'autres, hein, avec effectivement les élus, avec je dirais, le système éducatif, etc. Ça fait partie des piliers de la démocratie. Et en ce sens, le journalisme que représente Mortaza est un journalisme risqué, mais le journalisme de proximité est très compliqué, parce que les journalistes sont au plus près de l'info de ceux qui la créent, qui la constituent, qui la reçoivent et qui la font vivre. Et donc, que n'écoutons-nous pas sur les positions que nous pourrions avoir pour, contre, délibérément, avec d'ailleurs, pour certains milieux intellectuels, une grande surprise sur la stupidité des propos. Si les journaux régionaux comme La Montagne devaient prendre des positions politiques, ça se saurait depuis longtemps. Et rouler pour quelqu'un, comment voulez-vous qu'on se mette à rouler pour Benoît Fèvre alors qu'on a roulé pendant 30 ans pour Périsson? Voilà. Par exemple. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, je voulais dire qu'il me semble qu'il y a en France, je dis ce que j'ai écrit parce que l'émotion. Il y a en France un foisonnement de médias alternatifs financés exclusivement auprès par leurs lecteurs. Un foisonnement vraiment. Et qui donne beaucoup à réfléchir, à penser, qui sont souvent en contrepoint, plus ou moins critique, quelquefois de façon virulente, je ne suis pas trop d'accord, mais de façon plus réfléchie, plus critique, du capitalisme qui est le siège de l'expression aujourd'hui, enfin, qui permet le mode économique, c'est surtout l'économisme moi, que je me remets en cause parce que il pollue, je trouve, cette mentalité strictement économique, financière, pollue l'intériorité sensible de l'humain, et on ne voit plus tellement l'humain. Heureusement, il y a dans ces journaux La Montagne, moi je le lis avec plaisir quand même, bien que je sais que c'est pas du tout, mais c'est déjà ça. Voilà, cette espèce d'honnêteté. Je voulais un peu une réponse à ça. Non, mais la question de la presse alternative, d'ailleurs, pas tout à fait une presse alternative, mais c'est une presse qui est quand même pas dans le grand flot quand Mortaza nous dit qu'il travaille pour Mediapart. On n'a pas évoqué des journaux comme Alternative économique, on n'a pas évoqué, y compris des journaux plus marginaux qui sont, grâce au web, que l'on peut dire, Reporter, Basta et beaucoup d'autres. Mais moi, je pense qu'il faut en revenir, et là, c'était plus la parole aux politologues. Les citoyens auront la presse qu'ils méritent et qu'ils souhaitent. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Une forme de presse un peu vieillie, comme la presse écrite, a le problème de la monétisation.
hein, parce que le journal de la montagne pourrait être uniquement sur web, ça ferait beaucoup d'économies de papier et de camions, mais voilà, nos vieilles personnes du Bourbonnais ne lisent pas les avis d'obsèques sur Internet. Et puis d'autres raisons. Le support papier continue de vivre. Mais je pense qu'il y a un vrai débat pour revendiquer ce sur lequel on est d'accord. Ici, une presse indépendante, une presse plus rigoureuse, une presse qui arrive à se dégager de certains empires de l'argent, mais elle sera faite un peu comme nos institutions, un peu comme la République, par les citoyens. Et ben oui, on peut considérer qu'1,50 €, 2,50 €, c'est cher, mais c'est peut-être le prix à payer, d'autant que quand on rentre dans un kiosque, effectivement, le nombre de lecteurs baisse, les audiences, c'est autre chose. On n'est pas rentré dans ces débats techniques, mais la question des audiences, les journaux circulent entre plusieurs personnes, toutes les infos que l'on lit sur Internet, tout ça, ça fait de l'audience. C'est quand on rentre dans un kiosque pour ne voir que du papier, il y a de l'audience. Quand on allume notre chaîne de télé, on est à plusieurs centaines de chaînes. Alors si les gens préfèrent aller sur CNews que sur Arte, voilà. Hein, on ne va pas leur imposer Arte avec un fusil dans le dos. On est sur des postures qui dépassent largement les modestes journalistes qu'on est là-dessus. On est sur des choses. On a touché tout à l'heure les questions d'éducation, on a touché les questions de valeur, et il s'agit bien de ça. Et de tout temps, il y a eu des presses alternatives autres que le Canard enchaîné, et celles que vous évoquées sont éminemment intéressantes, respectables, louables, y compris quand elles sont complètement militantes. Moi, je lis, je ne suis pas un écolo radical, mais je lis Reporter parce que je vois dans Reporter des enquêtes sur l'agrophotovoltaïsme que je n'ai pas vues ailleurs. C'est ça aussi la pluralité des sources, cette capacité que l'on a. Aucun média ni aucun journaliste n'a une parole officielle sacralisée. On peut avoir une information sourcée, vérifiée, mais le reste, voilà, c'est dans le débat. Pour rebondir effectivement sur ce que vient de dire Jean-Yves, je pense que c'est quand même bien sûr très important de conserver une pluralité de sources d'information. Je pense que de fait, aujourd'hui, c'est quand même un des atouts, notamment évidemment d'Internet. Effectivement, c'est quand même la capacité d'avoir accès à des sources d'information qui peuvent être extrêmement diversifiées. Après, voilà, le fait par contre qu'il n'y ait pas de filtre dans cet accès, que ce soit effectivement des filtres financiers ou des filtres également professionnels en quelque sorte, ça impose en effet un travail d'éducation. Parce que souvent, et tu l'as dit, il y a aussi une responsabilité du lecteur, du citoyen, par rapport au choix d'information qu'il peut faire et à la manière qu'il peut avoir d'appréhender justement les articles ou les infos qui lui sont donnés. Et donc je pense que là, pour le coup, je prends la casquette plutôt de responsable du monde de l'enseignement, en quelque sorte. Je pense que la question de l'éducation aux médias, de l'éducation générale, la culture générale, je pense qu'elle est essentielle et qu'il faut encore aller beaucoup plus loin parce que il y a une responsabilité individuelle. Fort heureusement, on est dans un régime quand même de liberté aujourd'hui, mais du coup, la liberté impose toujours de la responsabilité. Responsabilité évidemment de ceux qui produisent de l'information ou du contenu, mais aussi responsabilité du lecteur en quelque sorte, mais à qui il faut aussi donner les moyens et les clés justement d'exercer cette responsabilité. Donc, je crois qu'il y a un vrai rôle on va dire, de tous les éducateurs à quelque niveau qu'ils soient, bien sûr, pour justement pouvoir maintenir cette liberté et bien l'utiliser. Et quand on a bâti le programme pédagogique de l'école universitaire de journalisme, on n'a pas commencé par des définitions claires et précises, on a commencé à les faire travailler sur Camus avec Le Mot, à les faire travailler sur la vérité chez Hannah Arendt. Là, je vous parle de journalistes, on ne peut pas demander forcément la même chose à tous les citoyens, mais vous voyez, les techniques, elles sont relativement faciles, mais l'écriture, filmer, poser sa voix, ça, on arrive toujours à l'apprendre et à l'apprendre plus facilement. Avoir un très bon niveau de culture générale, pour ne pas confondre la quatrième et là, notre ami historien
collègue du président de l'université, Fabien Connor, avait refait, face à ces jeunes journalistes, un cours de droit constitutionnel, parce qu'on était... voilà, on ne savait pas ce qu'était un régime parlementaire ou un régime présidentiel, c'était comment vous voulez lancer des journalistes, y compris dans la nature, pour aller parler d'un match de foot ou de rugby, s'il ne comprend pas quelles sont les références de l'environnement social. Donc cette question de la culture générale, elle est essentielle, et puis peut-être aussi que parfois les journalistes en manquent, on n'est pas des puissances, mais la question est, à mon avis, elle est éminemment l'affaire de tous. Au-delà de ça, on voit quand même, comme j'interroge beaucoup les jeunes quand ils viennent visiter le journal, c'est que je leur demande déjà comment ils s'informent, donc c'est sur les réseaux sociaux, très clairement, et quand je leur demande, ce sont des grands, entre guillemets, hein, ceux qui s'arrêtent, les tout petits, on ne pose pas la question, mais du coup des post-bac, ils ne savent pas ce que c'est une source. Donc si vous avez une information et que l'éducation média, ils ne la font pas tous, hein, loin de là. Enfin, moi je pense que là on a un vrai trou dans la raquette, et quand on voit comment ils s'informent aujourd'hui, non, il y a une inquiétude. Vous parlez de médias alternatifs, il y a de tout, hein, parce que nous on passe notre temps à scanner par exemple des fils Telegram quand il y a des manifestations, ce genre de choses. Il y a certains médias alternatifs, bah oui, le complotisme on y est. Donc il y a des médias alternatifs très très bien, et il y en a d'autres, c'est pas le cas. Donc dès lors qu'on ne sait pas vérifier une information, ça devient très tendancieux. Non, il y a quand même une vraie alerte à avoir là-dessus. Et au-delà on parle de médias, mais je pense que le cœur du problème aujourd'hui, c'est plus la désertification médiatique. Il y a eu une étude toute récente de la Fondation Jean Jaurès, c'est des délocalisateurs. Il montre une corrélation très nette entre cette désertification médiatique et le comportement civique. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont s'informer via les réseaux sociaux, et quand on s'informe via les réseaux sociaux, on est dans une bulle. Il y a une partie d'exposition là, que j'ai vue qui parle de ça, cette fameuse bulle, où on appelle ça aussi chambre d'écho, c'est-à-dire que vous êtes avec des personnes qui pensent comme vous, alors c'est génial, parce que vous êtes conforté dans votre avis, vous trouvez ça, voilà, vous avez l'impression d'avoir raison et que tous les autres ont tort. C'est confortable, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'en fait, dès lors, on voit bien dans la vie, quand on est confronté à des opinions contraires, même moi, on a grandi avec, mine de rien, un système aussi de pensée, on a grandi dans un environnement particulier, avec des gens en particulier, et c'est parfois, on le voit au fil de la vie, on fait évoluer nos codes, notre pensée, grâce à ces personnes auxquelles on se confronte. Aussi, on passe notre temps dans des bulles, avec nos algorithmes, à croire qu'on est les meilleurs du monde et qu'on a un système de pensée hyper performant. Je pense que c'est pour ça que ce bulle de pensée, on parlait de la violence par rapport aux journalistes. Aujourd'hui, on a une intolérance à la pensée divergente. On n'arrive pas à discuter, il faut tout de suite qu'on se confronte parce qu'on trouve ça intolérable que quelqu'un puisse penser différemment de nous. Mais là, et c'est là le premier problème. Et la presse généraliste, c'est sans doute ce qui permet d'échapper un peu, pas suffisamment, à tous ces communautarismes. Celle qui hiérarchise l'information. Moi, on me dit, j'ai vu ça. Les gens ne lisent plus que par revue de presse, ne lisent plus le journal dans l'ensemble, ne prennent plus les informations dans leur ensemble. Donc la hiérarchie n'existe plus. On a une mosaïque et un séquencement qui fausse la vision et qui renforce cette démarche de communautarisme. On avait prévu de terminer à 17h. Il reste la parole pour Mortaza, qui est l'invité vedette qui va nous recommander tous ces prochains sujets. On le remerciera après. Il aurait beaucoup de choses à nous dire. J'ai comme un pressentiment qu'il reviendra à Moulins sous l'influence d'un groupe et on l'amènera au lycée faire de l'éducation aux médias, ce qu'il sait parfaitement faire. Donc voilà. En fait, moi j'ai fait éducation média dans une centaine de lycées et collèges et à la fac à travers la France, même dans un petit village à côté de Toulouse, à Castres, dans le sud, partout. Et à chaque fois, en fait, j'ai goûté parce qu'on m'a donné un petit quelque chose du coin. Et c'est pour ça que je connais très bien, tout quoi, un peu Langeral, le Compé, Vingeon, la Moresque, tout quoi, j'adore. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça touche ce qu'il nous faut, c'est l'éducation média. Quand je raconte la liberté de la presse en Afghanistan ou en Iran sur les femmes afghanes ou sur les femmes iraniennes, ça touche ces gamins, ces mômes. On me dit, quand je demande, vous regardez quoi comme télé, on me dit, ma mère regarde CNews, je regarde aussi CNews. Un collégien.
il m'a dit. Et quand je demandais dans un lycée en Bretagne, j'ai raconté aussi sur l'immigration, comment il faut changer le regard, que ce ne sont pas des chiffres et des statistiques tout le temps, que c'est des femmes et des hommes. Les 7 Français sur 10 ne connaissent pas vraiment sur la question de l'immigration et de l'intégration. C'est les chiffres, une enquête de la Commission européenne. Et c'est pour ça qu'on intervient auprès des lycéens et collégiens à travers la France pour les informer sur notamment l'immigration, la liberté de la presse. C'est crucial. Et je faisais ça tout le temps avant, mais là, malheureusement, avec les missions que j'enchaîne tout le temps, là, en ce moment, je prépare un 52 minutes sur l'Iran. Donc, depuis janvier jusqu'à maintenant, c'est un cessez-le-feu fragile pour Arte qui sera diffusé en début juin. Et j'ai écrit aussi un bouquin sur une fille afghane que j'ai rencontrée en 2021 avec Rachida El Azouzi de Mediapart, connaît un prix Varenne, et puis aussi avec... Et ancienne de la montagne. Et ancienne de la montagne. J'ai écrit son histoire, comment on s'est rencontrés à Bamiyan, dans la ville des Bouddhas, voilà, vous connaissez peut-être Bamiyan, en Afghanistan. Je raconte son histoire, comment elle a été menacée par les talibans, alors qu'en fait, elle voulait se montrer devant la caméra, parce que se montrer devant la caméra, prendre la parole pour une jeune fille en Afghanistan, c'est un crime. Alors, elle sera tout de suite lapidée. Et donc, alors qu'elle a risqué sa vie, elle avait 30 000 abonnés sur YouTube, c'était une youtubeuse, elle risquait sa vie pour informer, parler de son coin, sur la vie sans l'école, sans le lycée. Et donc aujourd'hui, depuis 1 an et demi, elle est en Australie. Elle est protégée, heureusement, aujourd'hui. J'ai fait plusieurs films sur elle, 20 ans au pays des talibans, avoir 20 ans au pays des talibans sur TMC avec Martin V, sur TF1. Et donc là, je prépare un bouquin pour l'année prochaine sur elle. Donc raconter le sort des filles afghanes aujourd'hui en ce moment. Et on prépare aussi j'ai préparé un podcast sur Afghane, une vitalité désespérée. C'est dans le cadre d'un festival, la Société contemporaine, c'est à Lille, à partir du 4 juin, 5, 6, 7 juin à Lille. C'est dans le cadre d'un festival de théâtre plutôt, parce que à la fois c'est une pièce de théâtre, un salon afghan, comment on se sent aujourd'hui, comment les femmes afghanes, les filles afghanes vivent ça, les fenêtres emmurées par les talibans depuis les dernières lois, et comment elles vivent ça depuis Kaboul. Donc on raconte ça dans une pièce de théâtre à travers un podcast que j'ai réalisé moi-même, et à côté une artiste franco-afghane, Koubra Kademi. Donc il y a ces projets, puis aussi les projets de déplacement tout le temps, parce qu'on nous appelle France 2 ou encore Arte de partir soit dans les zones de conflit. Bon, merci Marc. Et un grand merci à vous, parce que sans vous, parce que vous voyez, souvent les reportages récompensés par les grands prix, on était réalisé ces reportages par des pigistes, par des journalistes indépendants. Et donc c'est important de le mentionner, parce qu'il y a aussi derrière des travailleurs de l'ombre. Ces traducteurs, ces fixeurs qui nous aident à traduire, à trouver des témoignages dans les zones de conflit, et souvent ils sont oubliés malheureusement par des grandes chaînes. Leur nom n'est pas apparu en fait dans le reportage, ni pas de contrat, pas d'assurance, alors qu'aujourd'hui on parle aussi des traducteurs de l'armée française en Afghanistan, qui sont toujours abandonnés en Afghanistan alors qu'ils ont aidé l'armée française. Ils sont toujours en Afghanistan, j'en connais plusieurs. Un chef cuisinier elle m'a dit que j'ai cuisiné du porc pour les soldats. Aujourd'hui, je suis menacé parce que les talibans, pour moi, je suis une traître. Donc voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut en parler, parce que nous, on parle en tant que pigiste, en tant que journaliste, on propose des reportages sur la protection des traducteurs, des tarjumans et encore des fixeurs, mais c'est aussi de relayer, c'est à vous de relayer les reportages, les films, en parler, c'est bouche à l'oreille qu'on arrive à protéger quelqu'un, parce qu'avant tout, il faut aussi, c'est notre responsabilité de protéger nos sources. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on invente des choses, avec un film que j'ai réalisé avec Solène Chardon-Priority, un film qu'on a fait sur l'Iran, Nous Jeunesse d'Iran, on a même changé les visages avec l'IA, l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne peut pas toujours en fait flouter les visages, cacher les visages. Il faut aujourd'hui inventer des solutions pour à la fois protéger nos sources, bien changer leur voix, et aussi leur donner en fait un visage pour voir aussi
Et parce que on a fait ça pour la première fois à France 5, parce que c'est leur visage choisi par elles-mêmes, et elles ont décidé de choisir un visage créé par l'IA, qui n'existe pas. Mais on essaie aussi d'inventer des solutions, de protéger à la fois nos sources, et aussi en parler, c'est à vous aussi de relayer tout ça. Merci. Merci Jean-François. Merci Mathias d'avoir pris le temps dans l'emploi du temps d'un président d'université. Merci Florence, merci à l'équipe de Françoise. Voilà, la chasse aux fake news et le combat pour la liberté de la presse ne s'arrête pas là, mais merci à la médiathèque pour cette initiative. Et puis merci Benoît, Mathieu, voilà, Madame Védrenne de vos écoutes, parce que c'est tous ensemble, et c'est aussi dans ces moments-là où on se comprend sans doute un peu mieux. Merci mesdames, messieurs de votre attention. Non, il y a un petit mot à la fin.